Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Aujourd'hui, on consacre un épisode spécial à un sujet qui a fait énormément réagir dernièrement, celui qu'on a écrit sur la génération d'enfants d'intérieur. Il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal aujourd'hui avec la frustration, le non, les choses qui viennent pas directement. Mais j'ai envie de dire, regardons-nous aussi. 66% des parents donnent l'écran pour calmer l'enfant. Ça, c'est flippant. Aujourd'hui, quand on met un enfant devant un clip de comptine, maintenant, c'est tellement rapide et puis c'est tellement des images qui flashent, au niveau sensoriel, justement, c'est vraiment un tonnerre, quoi. L'enfant, il est pas prêt pour ça. En fait, quand on parle motricité, la base de la motricité, c'est la sensorialité. Grosse diminution sur la motricité globale et la motricité fine. Donc cette étude est un peu affolante et nous fait un peu faire marche arrière. C'est l'enfant, il se développe en regardant les autres faire. Et en fait, on se rend compte, il y a plein de parents qui ne sait pas jouer tout seul. Et en fait, ils savaient même plus imaginer un jeu. Avant, on prenait 2 t-shirts, ça faisait des cages de foot et on jouait un foot. On est tout le temps assis et qu'est-ce que ça vient jouer sur notre développement à nous-mêmes en tant qu'adultes. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins alertes à leurs signaux internes. Maintenant, dans la classification internationale des maladies, il y a le gaming disorder. En 1 an, le nombre d'ados qui sont hospitalisés pour idées noires, tentatives de suicide. Franchement, l'isolement des jeunes aujourd'hui, c'est un peu catastrophique. Et Snapchat ne suffit pas à avoir des amis. Je pense que la violence, elle est beaucoup plus accessible sur les écrans qu'à l'extérieur. Et juste de poser le téléphone et d'être là. Je suis avec mon enfant et je suis à 100% avec lui. Évidemment, il faut accompagner, mais en fait, c'est le lien. Vraiment, c'est hyper important. Et en fait, ils se sont rendus compte que les collégiens ne savaient plus écrire. Du coup, à force d'être sur... Tout est parti d'une enquête qu'on a publiée sur Instagram, vue à plus de 2 millions de personnes. Vous avez été des centaines à réagir, à débattre, à témoigner. Et une question revient sans cesse. Comment on en est arrivé là pour nos enfants ? Pourquoi les enfants sortent si peu ? Pourquoi passent-ils plus de temps assis sur des écrans qu'à grimper, courir ou toucher la terre ? Et surtout, quelles sont les conséquences réelles de ce mode de vie ou leur développement moteur, psychique et émotionnel ? Est-ce que ces effets sont irréversibles ? Peut-on encore rééquilibrer le rapport au corps, à la nature et au mouvement ? Et si oui, comment on fait concrètement à la maison, à l'école, dans nos modes de vie, sans que ce soit une charge mentale supplémentaire pour quiconque ? Certains d'entre vous ont aussi posé la question du danger à l'extérieur. Vous avez parlé de peur, de violence, d'insécurité, mais si paradoxalement le vrai danger n'était pas dehors, mais finalement à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, on parle avec une professionnelle de santé, Juliette Azoni, psychomotricienne, spécialisée dans le développement moteur et psycho-affectif de l'enfant et de l'adulte et experte de l'impact des écrans sur les jeunes générations. Elle va nous aider à comprendre ce que provoque concrètement le manque de nature et de mouvement, ce que les écrans modifient dans le développement du cerveau et comment on peut accompagner nos enfants sans tomber dans la culpabilité. Bonjour Juliette. Oui, bonjour. Enchantée, merci d'être venue jusqu'à nous et on est ravis de te recevoir pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement et toi aussi. Oui, exactement, ça me fait très plaisir de venir parler de ce sujet-là. Du coup, est-ce que tu peux démarrer justement pour te présenter ce que tu fais et c'est quoi aussi psychomotricienne avant qu'on déroule ensemble en plus, et comme je dis, en plus tu as fait aussi tout ton mémoire d'études sur l'impact du téléphone, des smartphones chez les enfants, donc tu as vraiment cette double compétence quoi. Donc, je suis psychomotricienne dans les Landes et j'ai fait du coup mon mémoire sur le sujet des jeux d'écran plus spécifiquement parce que c'était la façon dont les enfants utilisaient le plus les écrans avec des jeux vidéo. Donc voilà, j'ai voulu montrer aussi l'impact négatif et positif. Donc c'était vraiment une expérience hyper enrichissante parce qu'il y a des auteurs qui sont vraiment drastiquement opposés sur ce sujet-là. Donc c'est la petite vision en plus que j'ai dans ma pratique, mais sinon je suis psychomotricienne. Et donc qu'est-ce que c'est la psychomotricité ? Mais en fait la psychomotricité, c'est ce qu'on a tous, un développement psychomoteur avec le côté cognitif, le côté affectif et le côté sensorimoteur. Et du coup, c'est ces 3 sphères qui communiquent entre elles et qui parfois ont un petit déséquilibre. Et nous, on vient intervenir pour justement rééquilibrer ces 3 sphères qui sont indispensables pour bien continuer sa vie, se développer au tout début pour les enfants, mais ensuite pour les ados, puis pour les adultes et évidemment pour les personnes âgées aussi, avec tous les changements corporels qu'il peut y avoir. Est-ce
Ce que tu me disais, c'est qu'effectivement, t'es parti à la base d'une option de cursus en médecine, on est d'accord, hein. Oui. Parce que c'est vraiment une profession de santé, comme tu dis, qui est des fois un peu plus cachée, Oui, tu vois, oui. presque peu connue, et pourtant indispensable, parce que tu joues sur les 3 paramètres dans lesquels, en fait, on vient de voir qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une société qui va créer des déficits et des déséquilibres. Oui, oui. Mais en fait, c'est dans le paramédical, du coup. Mais j'adore dire que c'est la profession qui ramène de l'humanité dans le domaine de la santé parce que on est dans en France, on va guérir les symptômes et faire peu de prévention. Et du coup, on n'est pas encore conventionné, les psychomotriciens, donc on n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. Mais ça nous permet de faire beaucoup de prévention. Et du coup, j'interviens dans des crèches. En fait, ça permet d'avoir plus de liberté sur le côté préventif. Parce que sinon, la société française fait qu'on n'est pas là pour prévenir, mais pour guérir. Donc, ce qui est plutôt dommage, surtout aujourd'hui, sans faire un petit aparté, hein, quand on entend les problématiques de la sécurité sociale. Voilà. Justement, sur la première partie que je voudrais qu'on évoque ensemble, sur justement le constat qui reprend un peu le fameux carrousel qu'on a fait sur la génération d'intérieur, cette génération d'enfants en fait, qui ne sort plus, qui passe 90% de son temps à l'intérieur, qui passe en moyenne des études de 2011, 2021 et 2024, comme on a pu les nommer dans le carrousel, 7 heures par jour quasiment devant un écran, comparativement à en moyenne 1 heure dehors. Donc j'imagine en plus qu'il doit y avoir des moments de trajet ou ce genre de choses, c'est même pas forcément que du jeu. Du coup, quand on parle de génération d'intérieur, pour toi, en tant que psychomotricienne, qu'est-ce que ça t'évoque ? Oui, là, le mot important, c'était le mot « jeu ». Et c'est vrai qu'en fait, le jeu, c'est indispensable. Enfin, dans Le Petit Prince, il dit « le jeu est une affaire sérieuse ». Mais c'est exactement ça, c'est qu'on apprend et on se développe par le jeu. Et en fait, quand un enfant joue, il apprend tout. Enfin, vraiment, il est en train de développer sa sensorialité, sa motricité, toutes les sphères que j'ai dit juste avant. Et oui, c'est affolant les chiffres de voir qu'on est plus à l'intérieur. Et à l'intérieur, souvent, on ne fait pas des jeux entre nous. C'est soit des jeux tout seuls, créatifs, ce qui est bien aussi, mais ce qui n'est pas ça manque d'interaction. Ouais, exactement. Et en fait, c'est le lien et les interactions qui sont le plus important. Et pourquoi ? Dans l'épisode, tu parlais de l'hospitalisme avec Spitz qui avait fait du coup cette recherche sur les enfants qui sont en institution ou en famille d'accueil et voir comment ils ont évolué. Et en fait, c'est affolant de voir que l'être humain est capable de se laisser mourir. Dépérir. Et dépérir parce qu'il n'y a pas de lien affectif. Et c'est vraiment la base du développement, c'est ça, c'est le lien, c'est interagir, c'est les expressions du visage. On a passé le Covid avec la moitié du visage caché. C'était un désastre en crèche. On voyait que il y avait moins d'interaction au niveau des mimiques. Un bébé, il a besoin de la prosodie, la voix plus fine qu'on fait quand on parle à un petit bébé. C'est hyper important. Tout ça, c'est vraiment primordial dans le développement. Et de passer 90% de son temps à l'intérieur, on sait que les activités à l'intérieur ne sont pas les mêmes que quand on est à l'extérieur et c'est ça qui pose problème. Et du coup, qu'est-ce que ça évoque, par exemple, dans ta réalité, j'ai envie de te dire, du terrain, de ce que tu vois, toi, concrètement comme tu dis, tu es sur le terrain sur les crèches, par rapport aussi à ta patientèle, parce que tu m'as dit qu'effectivement, tu fais adulte et enfant, mais tu as majoritairement des enfants. Qu'est-ce que toi, tu vois concrètement ? En fait, ce qui est compliqué, c'est que du coup, dans mon mémoire, j'avais voulu voir vraiment l'impact des écrans, mais c'est hyper compliqué de voir l'impact que des écrans sur le développement. Et du coup, c'est là où on se confronte à tout ce que ça peut déclencher, et c'est un cercle vicieux sur toutes les sphères, parce que du coup, par exemple, si on mange devant la télé, ça nous enlève le sentiment de satiété. Du coup, on mange plus. Donc après, obésité. Donc, sédentarité. En fait, c'est vraiment tout un cercle vicieux qui fait que quand, dans ma pratique, on arrive avec juste une difficulté d'écriture, je ne peux pas prendre en compte la difficulté d'écriture et on vient voir de façon plus globale le quotidien de l'enfant. Et la question des écrans revient le plus, mais aussi des jeux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de parents qui me disent « il ne sait pas jouer tout seul ». Mais parce qu'en fait, les parents aimeraient qu'il joue tout seul. Mais il a besoin de jouer avec d'autres gens. Mais pourquoi ? Parce que les parents n'ont pas le temps. Et pourquoi ils n'ont pas le temps ? Parce qu'on se fait embarquer dans le quotidien qui va à 100 à l'heure. Mais bon, on va pouvoir développer tout ça au fur et à mesure. Et du coup, pour toi, en fait...
Qu'est-ce que tu observes justement, effectivement, tu parlais, donc on vient de voir de l'écriture, on reviendra sur l'écriture, on parlera de l'impact des écrans sur les enfants de manière beaucoup plus concrète, mais qu'est-ce que tu observes justement de manière générale, là, en termes de motricité, justement de lien social, un peu comme tu viens de l'évoquer, de créativité ou même de la gestion des émotions des enfants, justement, du fait qu'aujourd'hui on a des statistiques qui montrent bien qu'on est dans une génération d'enfants d'intérieur, toi tu récupères les conséquences. Du coup, pour toi, c'est quoi les impacts à ces niveaux-là ? Mais par exemple, sur les tests qu'on utilise, c'est pour la motricité MABC et TGMD. Ce qui veut dire, pour les gens qui nous écoutent. Bon, alors là, c'est de l'anglais, donc je pourrais pas vous aider. Mais c'est vraiment des tests en fait, qui sont standardisés, qui ont été passés sur plein d'enfants et avec lesquels on fait les bilans psychomoteurs parce que du coup, on remet dans les mêmes conditions et on compare les résultats avec soit des résultats qui sont dans la moyenne, soit un peu zone de fragilité, soit zone pathologique. Et du coup, ça permet de créer le projet de soins, etc. Top. Et donc, ces tests ont été faits sur plus de 100 enfants qui étaient entre, je crois, 4 et 6 ans et qui étaient exposés 1h30 à 8h par jour sur les écrans. Et en fait, ils ont montré les conséquences. Bon, alors évidemment, on n'a pas tous les éléments de tous les enfants sur les qualités relationnelles avec les parents, s'ils sont souvent mieux accompagnés ou pas dans leurs apprentissages. Mais en tout cas, il y avait une grosse diminution sur la motricité globale et la motricité fine. Donc cette étude est un peu affolante et nous fait un peu faire marche arrière parce qu'il y a plein de pays qui ont tout digitalisé et même pour le développement des enfants et qui font vraiment marche arrière. Là, les pays du Nord, on voit que c'est un peu la catastrophe et oui, sur l'écriture évidemment, mais même sur la motricité globale. Hein, Est-ce que du coup, pour vulgariser pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que quand tu dis motricité globale et motricité fine, est-ce que tu pourrais justement détailler un peu plus pour que les gens comprennent quelque part quand tu dis c'est un impact là-dessus, concrètement ça veut dire quoi? Parce que si tu me dis ça, moi je pourrais essayer de deviner ce qu'il pourrait y avoir de sous-jacent là-dedans, mais en fait je pourrais me tromper. Est-ce que tu pourrais nous détailler ce que ça entend d'avoir un impact fort sur une motricité justement globale et fine, et ça comprend quoi dedans? Alors par exemple, la motricité globale, ce qu'on vient chercher, c'est les coordinations globales, donc droite-gauche, mais aussi haut-bas. Donc le saut, on va voir aussi comment il vise, comment il attrape, comment il tient en équilibre. L'équilibre, c'est un problème. Parlons-en. Ah ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment tout l'aspect motricité globale qu'on vient évaluer dans le bilan psychomoteur. Et après, quand on parle motricité fine, c'est vraiment les praxis manuelles. Donc, faire des petites choses de ce genre avec les doigts, mais aussi enfiler des perles sur un fil, mettre des petits picots sur une planche. Et c'est des tests qui ont été faits pour évaluer ces deux versants-là. Mais évidemment qu'il faut la motricité globale pour faire de la motricité fine. Et ça fait partie du développement, quoi. Au début, on développe son épaule, puis le coude, puis le poignet, puis les doigts. Donc, il faut avoir expérimenté tout ça pour bien se développer. Ok, d'accord. C'est beaucoup, beaucoup plus clair. Oui. Donc, on l'a vu, perte de motricité, tu viens de dire même d'équilibre. Donc, de créativité, on n'arrive pas à jouer seul. Oui. Et la problématique, effectivement, de lien social qui crée finalement l'isolement. En gestion des émotions, est-ce que tu vois dans les patients que tu as ou les études que tu as pu faire, etc., est-ce que tu vois que le fait, et on en reparlera peut-être en détail avec justement aussi les écrans, mais est-ce que tu vois qu'il y a un lien entre la gestion des émotions des enfants et ce rapport en étant des enfants d'intérieur et éventuellement ces déficits, je sais pas, ou ce déséquilibre, comme tu disais, de motricité? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal aujourd'hui avec la frustration, le non, les choses qui viennent pas directement. Mais j'ai envie de dire, regardons-nous aussi, est-ce qu'on y arrive? Et en fait, on devient tous un peu comme ça et tout de suite parce qu'on a l'habitude d'avoir de plus en plus l'information qui vient directement. Quand il y a quelque chose un téléphone qui commence à un petit peu ramer, on le jette et on le change. En fait, c'est un peu le message que j'aimerais passer, mais c'est juste que, évidemment, les enfants sont les victimes collatérales de nous. Et quand on veut qu'un enfant lise, il faut qu'il nous voit lire. Et quand on est sur notre téléphone, il a envie d'être sur le téléphone. Et en fait, ces choses-là, dans la gestion des émotions, c'est sûr que maintenant, quand il y a une frustration, c'est beaucoup plus difficile à gérer que quand ils étaient dehors et qu'ils faisaient face à des frustrations moins importantes. Parce qu'en fait, les écrans, c'est tellement addictif.
c'est une frustration énorme. Mais même nous, on n'arrive pas à se l'imposer. On a des temps d'écran disproportionnés. Et en fait, c'est pour ça que ce sujet m'intéresse aussi et que je veux pas du tout faire culpabiliser quoi que ce soit parce que ça m'intéresse, parce que moi-même, je suis concernée et tous les jours, j'essaie de mettre des petites stratégies en place pour éviter d'être sur mon téléphone parce que c'est un enfer, vraiment, c'est hyper addictif. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il y a de l'intolérance à la frustration, mais pourquoi ? Parce que c'est des choses qui sont complètement addictives. On a créé, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ont créé le smartphone et donc les applications associées au smartphone ont créé de l'addiction. D'ailleurs, il y a des reportages. Il y en a un, je le mettrai ici. Il y en a un qui est très bien fait, qui date de quelques années sur Netflix. Alors moi, j'ai plus Netflix, mais je l'ai regardé justement sur les addictions. À l'époque, c'est un ancien justement de chez, avant, des Facebook, de Google qui en parle, même de Pinterest. C'est derrière nos écrans de fumée. Derrière nos écrans de fumée. Merci, c'est exactement, c'est celui-ci qui en parle. Et déjà, je crois qu'il a 10 ans. Ah ouais, il a au moins 10 ans, je crois, ce reportage. Donc, on le mettra si j'en veux le compléter. D'accord. Ce qu'on est en train de dire. Du coup, tu viens de parler d'addiction. Donc, pour moi, quand on commence à parler d'addiction, j'entends aussi du coup le rapport au cerveau et à son fonctionnement. Et du coup, comme on est addict à des objets qui nous enferment, pour le coup, donc à l'intérieur et autres, pour le coup, parce qu'il y a d'autres sujets qui font que les enfants passent plus de temps à l'intérieur. J'ai envie de dire le paradoxe, ça veut dire que si on voit les conséquences du fait qu'ils soient à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a des bénéfices à ce qu'ils soient à l'extérieur. Donc pour toi, on dit souvent que justement le fait d'être dans la nature, c'est un plus pour les enfants, pour notre évolution, pour nos rapports aux sensations, la connexion à soi, le développement à notre curiosité, le fait de se défouler quand on est sur un vélo en forêt. Alors c'est vrai qu'ici on est dans un cadre qui est aussi particulier en termes d'espace extérieur. On dit qu'effectivement on est des êtres qui sont nés dans le contact avec la nature, qui développent nos sens, notre respiration, notre éveil, notre curiosité. Pourquoi le lien, justement, à l'extérieur, à ce qui se passe en dehors, est aussi essentiel à notre développement, selon toi ? Alors, je parle de ce que je connais, mais en fait, quand on parle motricité, la base de la motricité, c'est la sensorialité. Donc, quand on est déjà dans le ventre de la mère, on développe sa sensorialité et après, on continue jusqu'à toute sa vie. Et par exemple, le sens du toucher, ça apparaît à 7 semaines in utero. Et du coup, après, on le développe petit à petit et c'est faut voir un peu comme un arbre avec ses racines. Le toucher, c'est vraiment nos racines. On vient prendre toutes les informations dans notre environnement par la peau et ses récepteurs. Et après, notre cerveau, il comprend tout via ce sens-là. D'ailleurs, c'est le premier qui apparaît et le dernier à disparaître quand on vieillit, en fait. Donc, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve ça fou. Et sur une tablette, la sensorialité, elle n'est pas folle. Elle est un peu vide. Tout lisse. C'est un peu vide. Donc, même si on apprend plein de mots en anglais, parce que, oui, en fait, on fait face à des industries qui ont des milliers d'euros et qui communiquent tellement bien sur le côté pédagogique de la tablette, par exemple, que les parents, ils y voient un avantage aussi. Et je comprends. Enfin, franchement, c'est plus facile de faire à manger et de mettre quelque chose à regarder ou quoi. Et ça peut être pédagogique, mais voilà, il manque vraiment ce côté hyper sensoriel. Enfin, pour comprendre qu'un cube, il a 4 côtés, il faut le toucher. Il ne faut pas le faire glisser la forme vers le carré. Donc ça, c'est hyper important. Et après, on parlait de l'équilibre tout à l'heure. Et en fait, on a 5 sens, mais on a le mouvement qui a été ajouté, le 6e sens, qui se divise en proprioception et en vestibulaire. Et du coup, ça, c'est l'équilibre, comment je positionne ma tête, comment je sais que mon bras, il est de telle façon dans la pièce où je suis. Et c'est indispensable pour avoir une motricité qui me satisfait, on va dire. Et on voit, par exemple, quand la personne âgée, elle perd l'équilibre, comment ça peut être insécurisant. Donc, c'est primordial pour les enfants d'avoir cette enveloppe corporelle et cet éprouvé corporel de mouvement pour pouvoir après avoir plus d'équilibre et juste se sentir en sécurité, en fait. Donc, c'est vraiment là où toutes les sphères sont liées et où on a vraiment, c'est indispensable. La sensorialité, c'est la base de notre motricité. Donc, évidemment que... Et on est d'accord que forcément, lorsqu'on est dehors en train de grimper aux arbres ou
justement, quand on préparait l'échange avec toi, avec Florence, elle me disait, mais en fait, en échangeant avec toi, elle me dit, mais en fait, c'est comme nous, toutes les mamans, quand on voit nos enfants mettre les mains dans la terre, mettre le sable au visage, on va dire, oh non, mais en fait, il faut qu'il comprenne par lui-même, ça lui fait toucher des sensations complètement différentes, il prend contact avec les éléments, puis sans parler du côté, en plus, énergétique de la nature, sensorielle, le rapport au sens, parce qu'on développe la vue, la lumière, tous les éléments au niveau de la vitamine D, le son au niveau des oiseaux, de la nature, de tout ce que tu peux entendre. Et tu parles justement de toute cette mobilité. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, 2 heures, enfin voilà, aujourd'hui, les enfants à l'école ont à peine 4 heures de sport par jour. Effectivement, on peut avoir des parents qui ont les moyens, ou dans des villes, en tout cas qui sont participatives, de pouvoir leur financer, j'ai envie de dire, des cours sportifs supplémentaires. Mais effectivement, si on se dépose à l'école, on marche quasiment pas, on rentre à la maison, on a 4 heures de sport par jour, comment tu développes justement cette mobilité ? Et finalement, est-ce que quand tu as fait tes études, on perçoit aujourd'hui, statistiquement ou dans les faits, une perte de mobilité, c'est-à-dire même des positions qu'on n'arrive plus à faire. Enfin, moi qui ai fait du yoga, qui ai découvert le yoga après mon burn-out, je me suis retrouvée, on me demande à faire des positions et découvrir des muscles et des sensations dans mon corps que j'avais jamais développées. Il y a même des positions au début, je me souviens, on me demande de mettre une certaine position. J'arrivais pas, vraiment j'arrivais pas. Et il faut effectivement cette pratique pour développer cette souplesse. Parce qu'en plus, je pense qu'au niveau de la motricité, le rapport à la souplesse, c'est-à-dire le fait qu'on devienne certainement beaucoup plus rigide, et je ne sais pas si le fait d'être beaucoup plus rigide et moins justement cette mobilité, ce que ça entraîne justement dans notre vieillissement. Et comme tu expliquais, tu parlais de sécurité, mais j'entends aussi le mot, si je ne suis pas sécure et que j'ai une perte de mobilité pour moi dans le futur en vieillissant, j'entends aussi pour moi une perte de liberté demain. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Mais même, je reprends au fur et à mesure là, mais quand on me parlait au début là de quand tu mets du sable sur le visage, en fait, j'ai été ça me fait écho avec la conférence là sur le trouble de l'oralité où il y a de plus en plus d'enfants qui ne savent pas mâcher en fait. Enfin, pas mâcher. On mange mou. Ah oui. Du coup, au bout d'un moment, ça pose problème. Et puis même, il y a plein de soucis. Enfin, il y a beaucoup plus d'enfants qui ont de l'apnée du sommeil, des choses comme ça. Et du coup, parfois, les orthophonistes, elles disaient « j'aime bien quand on me filme les repas ». Et en fait, on se rend compte que dès qu'il met quelque chose à côté, hop, vite, les parents, ils vont essuyer et tout. Ah oui, du coup, c'est sûr que c'est moins pour explorer. Il faut en mettre partout. Et puis après, on nettoiera, c'est pas grave. Mais il faut qu'il puisse toucher avec ses mains, etc. Parce que sinon, oui, il sera hypersensible des textures dans la bouche. Mais parce qu'il n'aura juste pas exploré avant avec tous ses autres sens, ce qui est un petit peu indispensable. Mais ce qu'on fait plus, en fait, enfin, même nous, on mange, on n'a même pas senti la nourriture qu'on mange. Et vraiment, c'est pour ça que je veux pas culpabiliser les parents parce que, en fait, on est pris par le temps, tout le temps. Et s'il en met partout, on n'a pas le temps d'essuyer. Et puis, il faut qu'on se couche tôt parce que demain... Enfin, en fait, c'est le rythme qui est tellement effréné qu'on perd, voilà, ces instants où il faut découvrir, prendre le temps. Et c'est hyper intéressant d'aller en crèche. Moi, j'avais adoré mon stage en crèche. Pourquoi ? Parce que je me posais, enfin, on arrive, on pose ses affaires, on vient se mettre au sol et on s'adapte au rythme des enfants. Et c'est tellement plus lent, plus curieux, plus... Enfin, on ressort de là, on est dans la voiture et on se dit « et c'est reparti ». En fait, on a mis pause, on est dans... Alors évidemment, la crèche, c'est hyper bruyant. Enfin, travailler en crèche, c'est très dur, il faut toujours être accroupi, le dos et tout. Mais quand même, c'est cette interaction, ce contact avec le rythme de l'enfant, tu veux dire ? Ah oui. Et en fait, on se rend compte qu'on est juste beaucoup trop rapide, que ça devrait être ça tout le temps et qu'on s'inflige tellement de choses en une journée que c'est pas possible en fait de faire tout ça dans sa journée. Donc ça, c'était pour la première partie. Avec les enfants. Et après, oui, sur la question de on est tout le temps assis et qu'est-ce que ça vient jouer sur notre développement à nous-mêmes en tant qu'adultes. Je m'étais intéressée sur le fait qu'il y avait plein de gens qui se mettaient à la course à pied. Et je trouvais ça marrant. Enfin, c'est vrai que c'est un sport, on court, quoi. Et en fait, ils disent que justement, avant, quand on parle vraiment, il y a très, très, très longtemps, quand on devait aller chercher à manger... cueillir, le pêcher, voilà, exactement. Faire la chasse. Et bien, en fait, les hommes couraient 18 km par jour et les femmes 12. Il me semble que c'est un truc comme ça. Mais du coup, hyper intéressant. Enfin, en fait, c'est juste qu'on est tellement sédentaire qu'on s'est dit...
enfin, nous-mêmes, on s'est dit, il faut peut-être qu'on bouge un petit peu. Et du coup, on se retrouve à tous faire de la course à pied et tout, mais c'est hyper important. Enfin, oui, sinon, effectivement, il y aura des soucis d'autonomie, moins de mobilité, et plus on vieillit, plus on aura de l'arthrose, enfin, des choses, même au niveau du cou, quand on voit tous Les bosses. avec le téléphone comme ça depuis qu'ils sont, je sais pas, je vais pas dire d'âge parce que ça dépend des enfants, mais ça vient figer une posture qui après fait des dégâts, c'est monstrueux. évident, oui. Et donc, tu es quand même d'accord, je sais pas si tu le vois, de se dire qu'effectivement, en fait, la conséquence d'être en intérieur, et après intérieur, c'est une chose, avec peut-être en intérieur trop d'écran, bon, les stats le montrent, hein, avec cette heure d'écran tout confondu, mais aussi, parce que comme on l'a dit, on est parti avec des écoles qui pédagogiquement ont tout mis aussi sur les écrans, donc on cumule, qu'effectivement le risque qu'on ne voit pas, c'est que autant... Moi, ma génération, j'étais quand même beaucoup plus dehors par rapport à ce qu'on peut voir sur les enfants aujourd'hui. Je ne veux pas cette stat-là. Hein. Moi, le mercredi, je prenais mon vélo, j'étais dehors en forêt. Alors, on parlera du sujet de la sécurité tout à l'heure, mais effectivement, on est dans les années 80. Pour moi, du coup, à 10 ans, on est dans les années 90. Certes, je suis en banlieue parisienne, j'habite dans un hameau, donc ça s'y prête un peu plus que effectivement d'être en ville. Pour donner quand même le contexte. Mais effectivement, nos parents nous laissent partir à vélo. Le mercredi, on se garde tout seul. Il y a cette espèce de confiance. Je me souviens, on est en train de faire des forêts, on grimpe aux arbres. Enfin, vraiment, on avait une rivière en bas, on pose nos vélos, on y va à pied. Là, peut-être qu'il y a des algues, des trucs, etc. On peut chuter, on revient avec des bobos. On partait faire du tennis directement, nos activités sportives à vélo. Alors, c'est pas utopique. Et effectivement, tout le monde n'était pas comme ça non plus dans les années 90. J'étais quand même en région parisienne. Mais je vois qu'il y avait du mouvement. Pourtant, j'ai eu la Nintendo, etc. J'ai eu un moment d'écran, je regardais le Club Dorothée, etc. Donc, il y avait la télé. Mais effectivement, je vois la mobilité qu'il y avait. Les temps de récréation, j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup plus longs. Je voyais tout ce qu'on crée comme histoire entre nous quand on est jeune. Je ne sais plus aujourd'hui ce que font les enfants en termes d'activité quand ils sont en récréation, mais nous, on jouait à la corde à sauter, on jouait à l'élastique avec toute la coordination que ça appelle. Moi, j'ai pas connu l'époque, hein, je suis trop vieille, mais j'avais les billes. Mais les billes, ça te demande quoi? Ça te demande de taper, de viser. Donc, en fait, tu te rends compte que dans la cour de récré ou même en extérieur, tu peux effectivement travailler, à mon avis, pas mal de paramètres justement de cette motricité, cette mobilité. J'ai le sentiment, je suis prête à le dire, les stats le montrent, mais effectivement, ça amoindrisse. Alors effectivement, nous ici, dans une région peut-être un peu particulière, mais en tout cas, dans les grandes villes, se réduisent. Est-ce que tu le vois, tu l'entends et tu vois qu'effectivement, ça peut amener des conséquences sur effectivement le futur? Ah oui. Mais même là, on parle de Nintendo, Club Dorothée, mais c'est pas la même télé qu'aujourd'hui. Enfin, clairement, là, on a des images qui défilent à une vitesse folle et c'est plus du tout les mêmes dessins animés qu'avant. Enfin, ou même les jeux. Enfin, les jeux maintenant, ils sont tellement immersifs. Avant, les premiers jeux vidéo. Ouais, on est à plat. Oui, voilà. Le côté addictif est peut-être un peu moins important. Et même si c'était vraiment le jeu hyper chouette parce que c'était tout nouveau, mais c'était pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Enfin, quand on met un enfant devant un clip de comptine, maintenant, c'est tellement rapide et puis c'est tellement des images qui flashent, au niveau sensoriel, justement, c'est vraiment un tonnerre, quoi. L'enfant, il est pas prêt pour ça. Et justement, déjà, quand il arrive au monde, le parent, il est là pour le protéger de toute cette sensorialité qui lui arrive d'un coup. Mais alors, si en plus on rajoute des écrans, enfin, là, vraiment, le parent ne suffira pas. Il y a trop de stimulation. Et en fait, on voit que c'est des stimulations qui sont pas bonnes parce que dans le sens où, je crois que c'était en 2002, donc c'est déjà il y a très longtemps, ils avaient fait une étude sur combien de couleurs et de sons on distingue par rapport à il y a 20-15 ans. Mais c'est affolant, hein. C'est divisé par 3 sur le nombre de couleurs qu'on perçoit. Enfin, le monde est devenu fade, en fait, parce qu'on voit, je pense que l'impact des écrans joue, mais même, effectivement, on va moins dehors, on prend moins le temps de regarder les choses. Et oui, je pense que là, on referait l'étude, ce serait vraiment hyper affolant, parce que c'était déjà en 2002, donc ça me fait très peur. Je veux peut-être même pas voir les chiffres tellement ce serait affolant. Quel est le rapport, justement, le pouvoir de la nature sur notre cerveau, tu vois, qu'est-ce que ça calme? Est-ce que le fait d'être dehors, développer cette motricité pour toi, c'est quoi pour toi le pouvoir réparateur du fait d'être à l'extérieur? Parce que
j'avais vu une étude qui disait que les enfants exposés à la nature ont moins de symptômes de TDAH, pour ceux qui effectivement ont potentiellement des problématiques de neurodivergence. C'était une étude de 2004 et de 2009 qu'on avait citée dans le Carrousel. Donc comment tu peux justement expliquer le pouvoir de l'extérieur dans justement tes problématiques de déséquilibre de motricité que tu expliques tout à l'heure? Comme antidote, justement. Tu le disais avec... c'est vrai que de faire des jeux, ça permet de se développer, on en parlait tout à l'heure. Mais même, on le voit, une promenade en forêt, on sécrète vachement d'hormones du bonheur. En fait, c'est des choses où il faut qu'on retrouve ces activités-là, où ça nous procure du bonheur, plutôt que de scroller. Parce qu'en effet, d'être sur le téléphone et d'être sur ces applications-là et d'être posé dans son canapé là-dessus, ça nous crée de la dopamine. Mais c'est de la dopamine qui après crée un manque, qui après crée un besoin, on rentre dans le trouble de l'usage, quoi. Alors que vraiment, quand on va faire une balade en forêt, qu'on va courir, qu'on va faire du sport, qu'on va bouger, c'est pareil, on sécrète ces hormones-là, mais ça a un effet beaucoup plus bénéfique. Et après, si on a envie d'y retourner, tant mieux, en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est pas du tout pareil. Et pour revenir sur... le TDAH, où il y a des enfants qui sont vraiment en difficulté et qui font face à un système scolaire qui ne correspond pas du tout à leur symptomatologie. J'ai vu des parents, pour le coup, changer leur enfant d'école et aller vers des écoles un peu moins connues, qui font un peu à leur façon, quoi. Et pour le coup, c'était une école, je me rappelle, qui était vachement en extérieur. Et en fait, l'enfant, il y arrivait beaucoup mieux parce que lui, il est déjà plus posé, il respire plus d'oxygène. Là, on va revenir à la période Covid, mais dramatique de mettre tes enfants dans une salle avec un masque et de leur dire « Concentrez-vous sur cet exercice de maths ». Là, vraiment, c'est catastrophique. Mais bref, ça a plein d'avantages pour le cerveau et effectivement pour l'attention, pour la concentration. Et quand on a des enfants avec des particularités, des symptomatologies comportementales, quand on est en extérieur, déjà, on sera plus patient avec eux, on va leur apporter les choses différemment, on va pouvoir leur expliquer avec plus de patience, les laisser expérimenter parce qu'on est dehors et qu'il y a moins de risques. Je suis pour l'école en extérieur, mais dans les faits, c'est pas pour tout de suite, je pense. Et justement, si tu fais je reviens un tout petit peu, ça revient un tout petit peu à ce qu'on a vu en 1, juste pour qu'on aille décortiquer jusqu'au fond, et après on passera justement à la conséquence de la société qui nous enferme. Mais comment toi, justement, à l'inverse, qu'est-ce que tu observes justement chez les enfants qui manquent de mouvement ? Qu'est-ce que ça désorganise en premier, par exemple, la motricité, le tonus, la concentration, la confiance corporelle, le rapport aux émotions ? Là, oui, c'est exactement ça. Et même pour Mais qu'est-ce que tu observes le plus, justement, et où est-ce que ça vient impacter le plus ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie, d'ailleurs, ou globalement, ça vient impacter tout ça ? Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie. Alors, en effet, il y a beaucoup plus de difficultés d'attention à l'heure actuelle, mais est-ce qu'on peut le dire que c'est... face à la sédentarité, je ne suis pas sûre... On ne peut pas faire des causes à effet comme ça sans études, mais les études sont tellement compliquées à faire sur ce sujet qu'on ne saura jamais vraiment. Mais par contre, pour avoir vu des enfants qui étaient vraiment surexposés, parce que milieu social c'était des enfants placés, donc où il y a moins de surveillance, parce que les éducateurs, ça change toutes les semaines quasiment, donc ils ne vont pas s'embêter à lui priver et à lui faire confronter la frustration. Bref, voilà, c'est le contexte, il était surexposé. Et en effet, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? On avait du matériel, mais en abondance, mais rien, il n'a pas envie. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, être dans mon lit, sur ma console. Et en fait, il ne savait même plus imaginer un jeu. Avant, on prenait 2 t-shirts, ça faisait des cages de foot et on jouait un foot. Lui, ça lui paraissait inintéressant au possible, quoi. On n'allait pas du tout faire ça. Donc, fallait ramer pour ça. Et après, il y avait cet effondrement tonique mais qui était perceptible, quoi. Toujours hyper avachi. Là, pour le coup, il était surexposé et on voyait pas mal de symptomatologies qu'on ne peut pas dire c'est parce qu'il est sédentaire, parce qu'il y avait vraiment un contexte familial, social qui venait aussi impacter, donc la sphère affective du coup. Mais quand même, ça veut dire plein de choses, et surtout sur l'imagination. Et des petits, j'en vois d'autres qui... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Si j'ai un jeu qui est avec des piles et qui va faire de la lumière et tout, ils vont direct aller là-dessus. Maintenant, c'est un peu has-been, les Mikado. Non, alors c'est intéressant. Alors, je sais qu'il y a des études, on va avoir un épisode spécial sur la sédentarité et la santé
en fin d'année qui va être tourné, qui sera certainement diffusé en début d'année prochaine, sur effectivement la problématique. Là, ça touche pas que les enfants, mais ça touche dès l'enfance, pour le coup, la sédentarité. Et c'est une conséquence société adulte qui coûte très très cher en termes de maladies, parce que c'est effectivement le facteur qui crée beaucoup de maladies. On fait le lien avec le diabète, etc. Mais donc du coup, la sédentarité, c'est la conséquence du manque de mouvement qui crée effectivement le manque de motricité. Donc tu es quand même d'accord que ça vient désorganiser la motricité. Tu viens de parler effectivement de cette notion de tonus corporel, concentration et confiance, comme tu disais, effectivement, dans son corps, quoi. Ah oui, oui, la sécurité. Enfin, quand on fait des expériences, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais du coup, on a plus d'appui, on se sent plus ancré, on arrive mieux. Quand notre sensorialité, ça nous permet d'être en contact avec l'extérieur, évidemment, mais aussi avec l'intérieur et de savoir qu'est-ce qu'on ressent, être au clair avec comment je me positionne, mais aussi mes besoins, en fait. Il y a vraiment pas mal d'enfants qui font de l'énurésie ou de l'encoprésie, donc Qui sont ils sentent pas qu'ils ont envie d'aller aux toilettes et du coup ils ont des accidents beaucoup plus réguliers et à des âges avancés. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins alertes à leurs signaux internes. Et la sensorialité, c'est ça, c'est être en connexion avec l'extérieur, mais aussi avec l'intérieur. Surtout. Et ça, pour le coup, j'en vois beaucoup où c'est là-dessus qu'on travaille. Enfin, on va faire des exercices de respiration, on va essayer des petites méditations. Bon, je m'entends avec les enfants, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine, hein, mais des choses qui vont leur permettre d'être un peu plus là, posés sur eux et pas sur ce que je vais faire après et comment je vais combler le vide parce que je déteste qu'il y ait du vide et que après j'ai besoin qu'il y ait autre chose parce que je suis en insécurité et donc voilà, c'est toutes ces problématiques-là que je vois de plus en plus arriver, oui. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand même, la problématique de la motricité, donc le fait d'être moins en mouvement, donc, et tu viens de le dire, du coup, je suis moins en conscience de mon corps, donc qui va me créer une insécurité à un moment. Donc j'imagine un enfant qui fait ça, ce que tu expliquais, je vais le dire avec mes termes vulgarisés, donc faire pipi sur soi parce que je n'ai pas conscience que j'ai envie de faire pipi, il va y avoir une problématique de sécurité, d'image de soi, donc de confiance, de honte, oui, carrément, oui. qui va s'installer. T'expliquais tout à l'heure que la motricité jouait effectivement sur deux sujets qui étaient la proprioception, donc il y a un rapport d'équilibre, et justement ce que tu appelais vestibulaire, donc équilibre et concentration, qui sont effectivement impactés par la sédentarité. On est d'accord que moins on va être en mouvement, oui. Parce que on fait rarement 10 000 pas en intérieur, quoi. On est d'accord. Oui. Je prends le chiffre un peu standard qu'on entend partout des 10 000 pas, mais en fait, rarement 10 000 pas en intérieur. L'extérieur nous est beaucoup plus favorable à ça. On est bien d'accord que la sédentarité et le manque de mouvement vont avoir des impacts sur le long terme, mais même dans la création de l'enfant, dans la manière dont il va se développer dans son rapport à son corps et à sa mobilité, sur la partie effectivement proprioception et vestibulaire que tu donnais. Oui, exactement. Et cette sédentarité-là, mais aussi le lien et les interactions. Je pense que c'est les deux choses où vraiment on est en carence de ce côté-là. Et on revient au sujet du Covid, hein. Confinement, sédentarité et manque de lien social. Mais en fait, on rame pour retrouver des choses qui étaient normalement primordiales, quoi. Et effectivement, il y a ces côtés écran qu'on parle depuis tout à l'heure, mais c'est aussi qu'on a vécu une période quand même très, très étrange où on nous disait « restez chez vous » et ne parlez à personne, quoi. Oui. Des autres. J'ai pas été regarder s'il y avait des études, parce que j'ai même pas pensé à ce qu'on aborde ce sujet très clairement. Peut-être que tu l'as, hein, puis si tu l'as pas, c'est pas grave. Mais justement, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites justement sur l'impact des enfants d'avoir été justement confinés, pour le coup. Je parle des enfants en bas âge, hein, je sais pas si y a un rapport entre de la crèche à la maternelle jusqu'à l'école primaire. Le fait d'être masqué, est-ce qu'il y a eu un impact justement sur leur motricité et leur rapport sensoriel ? Est-ce qu'il y a une étude qui a montré que cette année-là a des impacts avec des conséquences encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est trop frais, où il n'y a pas forcément d'études qui ont été faites, où on n'a pas voulu faire des études dessus. Oui, mais alors quand j'ai fait ce fameux mémoire, c'était vraiment juste après cette période-là. Donc à chaque fois, les études, elles étaient là. On est en cours de, on ne sait pas encore si... Mais du coup, je n'ai pas l'étude en question. Mais en tout cas, pendant toutes mes études, pour le coup, c'était le sujet qui revenait parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des retards de langage chez les petits, quoi. Et en fait, la psychologue, je me rappelle, elle avait un masque qu'elle avait fabriqué elle-même où elle avait mis du plexi.
pardon, j'ai Bah, c'est pas grave. du plexi pour qu'on voit sa bouche, mais qu'elle puisse avoir quand même le masque. Enfin, du coup, c'était de la buée et tout. Elle crée son propre truc. Mais hyper important, enfin, vraiment, c'est de voir comment la bouche, le mouvement qu'elle fait, interagir et apprendre à parler sans voir comment les autres font. Impossible. Enfin, vraiment, l'humain, il se construit en imitant l'autre. Et si on n'a pas le modèle, on ne pourra pas le faire. Et c'est comme, parfois je donne cet exemple aux parents, mais aux Jeux Olympiques, pour faire les épreuves d'escalade, celui d'avant, il ne doit pas voir l'athlète qui passe avant lui. Pourquoi ? Parce que s'il voit, c'est beaucoup plus simple pour lui, il sait où s'accrocher. Et en fait, c'est ça, c'est l'enfant, il se développe en regardant les autres faire. Et donc, trop intéressant d'aller à la crèche, trop intéressant d'aller chez la nounou. Et s'il n'y a pas ça, le parent, on se met à quatre pattes, on montre comment il faut se lever, comment il faut... Et ces choses-là, c'est pas hyper naturel de se dire « tiens, je vais devoir lui montrer », mais c'est primordial. Et du coup, effectivement, en confinement, moins de structures qui met les enfants tous ensemble, donc moins d'imitation, donc... déjà au niveau de la motricité, mais même au niveau du langage, franchement, je pense qu'il y en a des études, mais... Là, j'ai pas les chiffres, mais oui, franchement, je pense qu'on peut trouver. Hyper intéressant. Ça me fait penser effectivement à cette phrase qu'on a déjà entendue qui dit les enfants ne reproduisent pas ce que tu dis, mais reproduisent ce que tu fais. Et comme tu dis, on va parler des écrans assez rapidement, un peu plus en détail avec tout ce que tu as étudié et travaillé. Mais justement, si nous-mêmes, d'ailleurs, on ne sort plus en tant qu'adultes, même on ne sort plus, si nous-mêmes on n'est plus mobile, si nous-mêmes on est toujours à l'intérieur ou derrière nos écrans, on devient les modèles de nos enfants. Ça veut dire que c'est pour ça que quand j'ai mis un impact, quand j'ai créé ce carrousel où j'ai fait toute une recherche pour comprendre d'où ça venait, etc. J'ai dit, on a créé, donc collectivement, parce que nous, en tant qu'adultes, on est la conséquence d'une société, donc on va parler, qui enferme. C'est pour ça que l'idée, c'est pas de culpabiliser, mais c'est de comprendre. L'objectif pour moi vraiment de ce podcast, c'est de mettre de la conscience et de comprendre c'est quoi les conséquences et qu'est-ce qu'on crée justement à continuer à aller dans ce sens, dans ce système. Déjà, ne serait-ce que pour nous en tant que parents, mais en tant que modèle pour les générations futures. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que donc on a bien vu qu'effectivement, les enfants bougent moins, sont moins en extérieur, sont moins en lien. On a vu qu'effectivement, aujourd'hui, la majorité de nos écoles sont bétonnées. Il y a une étude dernièrement qui a expliqué que justement dans les pays d'Europe du Nord, ils essayaient de créer des écoles parce qu'ils sont bien plus en avance dans la partie... Enfin, l'enfant dans la société est beaucoup plus mis en avant et la partie éducationnelle, que ce soit par les parents et par la société, est beaucoup plus mis en valeur. Ils ont créé des écoles justement où les enfants sont beaucoup plus à l'extérieur, beaucoup plus en nature, justement où ils sont accroupis, où ils mettent les mains dans la terre, ils apprennent les arbres, etc. Bon, on n'y est pas. On sait qu'il y a ici des initiatives qui se fait ici en intergénérationnalité. On va essayer d'avoir ces personnes ici pour expliquer le bienfait de tout ça. Mais aujourd'hui, on est quand même dans des écoles qui sont bétonnées. Ta cour d'école, c'est du béton, parce que c'est certainement plus pratique. On l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, mais les récrés font 15 minutes. Moi, à l'époque, ça fait déjà 20 minutes, donc c'était déjà pas beaucoup. Apparemment, d'après ce que m'a dit Florence, mon associé qui a des enfants en primaire et au collège, ça a été raboté à 15 minutes. Comme on a dit tout à l'heure, 4 heures de sport au mieux par l'école. Après, est-ce que c'est que à l'école de prendre en charge ? Non, on va pas revenir sur le sujet. Et on a vu maximum de devoirs aujourd'hui qui sont par les écrans. La manière d'échanger avec les écoles, je crois que ça s'appelle Pronote. Enfin, voilà, c'est cette espèce de système que je connais pas, mais voilà. Donc tout est digitalisé avec des écrans, on enferme. La question, c'est de dire comment on en est arrivé à construire un tel environnement pour nos enfants. Moi, j'avais lu une étude qui disait en 2016 que les enfants ont besoin d'au moins 45 minutes de jeu libre, justement, pour développer leurs compétences sociales et d'autorégulation. Je ne suis pas sûre qu'on y soit, globalement. Et en plus de ça, et c'est ce qu'on a échangé quand toi-même, du coup, on t'a sollicité et que tu as été voir justement le fameux carrousel qui nous a donné l'idée d'aller creuser ce sujet des enfants intérieurs. Ce qu'on a vu, c'était finalement, en termes de réponse, pourquoi les enfants sont à l'intérieur, on a créé une société qui a une peur en termes de sécurité. Donc, une société qui nous enferme parce qu'on a peur des uns des autres. Et en fait, on a vu que les parents étaient très effrayés par la peur de l'extérieur et qu'elle était de plus en plus présente. Peur, effectivement, des voitures, de la circulation, mais surtout peur des inconnus et de la violence. Sachant que en faisant toujours des études, j'ai vu que depuis 2016, les violences interfamiliales ont, elles, augmenté
de 172% contre 28%, même si 28% ça reste important, contre des violences extérieures. Une étude de 2023, donc de 2016 à 2023. Je dis ça parce que je crois que c'est ce qui t'a étonné quand tu as lu en termes de réponse, de rappeler en fait, voilà, on croit protéger nos enfants en les gardant justement à l'intérieur, mais peut-être que justement, le danger, il est peut-être à l'intérieur. Donc déjà sur la partie, aujourd'hui, comment aujourd'hui ils sont protégés du système de l'entourage. On ne va pas forcément le creuser là. Et je crois que d'ailleurs, je te disais tout à l'heure, il y a Baptiste Beaulieu qui vient de faire une BD là-dessus et qui dit dernièrement, finalement, la population la plus maltraitée du monde, c'est la population des enfants, qui est la moins insécurité. Mais l'insécurité, elle n'est pas là où on croit. Est-ce que tu as un avis sur ce paradoxe, ce que tu peux voir, etc. Non, mais c'est hyper intéressant parce que oui, justement, les commentaires du carrousel, là, c'était... il parlait de AirTag dans les chaussures, des choses comme ça. Et en fait, ça me fait... Enfin, je comprends en plus, hein, parce que vraiment... c'est pas de juger, hein, c'est d'analyser. Si on regarde les médias et tout, on n'a pas du tout envie de laisser notre enfant jouer dans la rue. Mais du coup, c'est aussi se dire qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur. Et là, on parlait des écoles, mais je sais pas si tu es au courant que les Landes, il y a... en fait, ils donnent au CM1, CM2 une tablette Apple à tous les élèves. Je crois que c'est au niveau quasiment national. Hein. Je crois que les tablettes sont diffusées. Ouais. Ok. Ouais. Ah ok, je croyais que c'était que les Landes. Mais je trouve ça fou. Enfin, en fait, bon, peut-être qu'il y a des avantages pour les enseignants, que c'est plus rapide. Et encore, je suis pas sûre. Je suis sûre qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce nouveau concept. Mais du coup, en fait, si on coche pas la case ou si on coche la case, l'enfant peut ramener la tablette à la maison. Et du coup, là, tous les enfants n'ont pas leurs parents qui surveillent leur contenu. Tous les parents sont pas au courant que il peut y avoir des dérives très rapides sur les écrans. Parce que on s'est intéressé au sujet, du coup, on sait. Mais franchement, si on s'y intéresse pas, on peut avoir des générations encore qui se disent ils regardent ces vidéos, là, je comprends pas ce qu'ils regardent, mais c'est pas grave, il fait son jardin secret. Ou ça va pas tomber sur lui, pas sur mon enfant. Il faudrait qu'il tape pour tomber dessus. Oui, sauf qu'en termes de probabilité de tomber sur une image choquante sur une tablette ou dans la rue en jouant à un jeu, la probabilité est quand même beaucoup moindre. Et en plus, ces chiffres, je pense que ça vient aussi période Covid. Du coup, augmentation des violences intrafamiliales parce que... Bien sûr, il y avait l'enfermement, mais c'est-à-dire qu'elles existent, elles ont dû augmenter. Mais tu viens de dire un truc qui est important là, tu pouvais le répéter pour que ce soit même encore plus audible, cette notion de la probabilité, finalement, je te laisserai le répéter avec tes mots, etc., mais la probabilité que l'enfant tombe sur des images violentes est beaucoup plus forte, donc vive une situation violente, même de manière indirecte, lorsqu'on est en intérieur, versus la probabilité vivre une situation violente ou dangereuse à l'extérieur. Est-ce que tu peux juste le détailler, donc le redire et l'étayer, parce que je sais que tu m'en as légèrement un peu parlé en off, et je trouve ça intéressant, même pour le développement, ce que je voudrais que tu ailles même plus loin sur le développement cérébral de l'enfant, ce qu'il imagine et quelles sont les conséquences de ça finalement. Oui, on parle de la peur qu'il arrive quelque chose à notre enfant. Je pense que la probabilité est plus importante qu'il tombe sur une image choquante en regardant quelque chose sur le téléphone, la tablette, tout type d'écran confondu, que en étant à l'extérieur et en faisant une mauvaise rencontre. Vraiment, des images violentes, on a accès hyper facilement et même involontairement. Hein. On peut juste cliquer sur la comptine qu'on voulait regarder et puis il y a une pub qui passe et en fait, ça va choquer l'enfant. Et on a beau lui expliquer que ce sont des images qui n'existent pas, qui sont fausses. Pour lui, il l'entend, il enregistre l'information, mais pour son cerveau émotionnel, je ne vais pas dire les mots compliqués, mais on va dire le cerveau émotionnel, lui, il y a eu un danger et soit je dois, c'est le fight or flight, soit je dois combattre, soit je me fige, mais en gros, j'ai pas enregistré l'information émotionnelle et pour moi, j'ai été choquée par cette image. Et ça, c'est compliqué en tant qu'adulte de le comprendre parce que pour nous, notre cerveau, il est bien construit. Et quand on est enfant, on n'a pas cette capacité-là à prendre l'image, à la comprendre, à mettre de la distance et à trier les informations qu'on veut prendre ou pas, quoi. Donc non, je pense que la violence, elle est beaucoup plus accessible sur les écrans qu'à l'extérieur, même si évidemment, il y a des dangers à l'extérieur, mais depuis toujours.
Ce qui est intéressant, c'est juste pour bien comprendre ce que tu viens de dire là, c'est que le cerveau de l'enfant, n'ayant pas encore terminé d'évoluer, dans soit lobe, je sais pas, Oui, 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 préfrontal, oui. excuse-moi, finalement, nous, quand on est parents, on explique avec des mots en disant non, voilà, on pense que l'enfant a compris parce qu'on a expliqué qu'il passe à autre chose, mais en fait, à ce moment-là de sa vie, ce serait intéressant d'ailleurs que tu me donnes peut-être un âge, après jusqu'à quel âge, parce que ça permet aussi pour les parents qui nous écoutent de mieux comprendre. Finalement, l'image qu'il a perçue, il ne l'a pas enregistrée seulement par rapport à la consigne que le parent a donnée pour justement ne pas être trop choqué par l'image ou quoi que ce soit. C'est comme si à un moment, il y a une espèce de flottement émotionnel qui ne fait pas vraiment la différence entre l'image qu'il a vue et la consigne de sécurité et ce qu'il ressent vraiment. Enfin, je sais pas si je Oui, suis claire. voilà. C'est par exemple, on prend un exemple de je vois un corps ensanglanté, un truc hyper gore. On va lui expliquer. Alors, le faux sang, c'est comme ça qu'on le crée, machin. Il a compris, hein, il a l'information, mais c'est juste qu'au moment où il a vu l'image, pour lui, c'est comme s'il avait vu un corps devant lui et qu'il faut fuir, quoi, ou se figer parce qu'on a peur. Mais en tout cas, c'est un choc et c'est quelque chose que au niveau émotionnel, il n'a pas encore enregistré, traité et mis comme information OK, on n'a pas besoin de, de se défendre contre ça. Et ça me fait rire parce que du coup, de parler d'âge ou quoi, mais tout à l'heure, on parlait du côté addictif des écrans. Et comment s'empêcher, comment se mettre ses propres limites. En fait, c'est jusqu'à 25 ans que le lobe préfrontal il se développe. Donc, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est que c'est tellement addictif que. Mais surtout les ados, hein, on dit à partir de 12 ans, t'auras ton téléphone et puis on te laissera tranquille. Mais à partir de 18 ans, et même après, en fait, il faudrait, éduquer sur, parce qu'à 25 ans, on va pas mettre des limites à la personne, mais voilà, éduquer sur, il faut que tu te mettes tes propres limites, que tu vois, c'est très addictif, mais c'est hyper important, et c'est pour ça que c'est super qu'on puisse parler de ça, mais c'est hyper important d'aller dehors, de bouger, de faire des choses, parce que c'est ça qui va t'apporter ton bonheur, et pas forcément de... Même si tu as l'impression que toi, tu as vraiment besoin de regarder tout ce que tes copines font à ce moment-là, en fait, tu verras que c'est pas ça qui va t'apporter de la sérénité, de la sécurité, des compétences, voilà. Et justement, on va vraiment du coup traiter le sujet des écrans, là où toi, justement, tu as fait vraiment un gros travail justement dessus, que tu as cherché, tu as fait tout un Oui. mémoire dessus sur les effets des écrans sur les jeunes, les enfants, et puis même peut-être de manière plus générale. Dans les recherches que tu as faites et ce que tu as analysé, qu'est-ce que tu as pu... quand je dis observer, alors observer, c'est peut-être par rapport à ce que tu vois dans ton cabinet, mais en tout cas par rapport aussi aux recherches que tu as faites sur le développement moteur et physique des enfants qui sont déjà exposés, et après on va mettre surexposés. Et d'ailleurs, deux questions en une. C'est quoi être exposé? Et à partir de quand on est surexposé? Oui. Je pense que sur la première question, je peux pas répondre à cette question parce que c'est ce que j'ai dit, il y a tellement de choses à voir. Enfin, un enfant, c'est pas juste ses occupations qui le définissent. C'est comment il a été étayé plus petit, si papa et maman ils sont là à des horaires fixes ou si ils font des horaires décalés. Enfin, c'est des questions que je pose avec les parents et où j'explique aussi que ça, ça peut, on n'y pense pas, mais une infirmière qui a des horaires décalés, en fait, ça s'anticipe et ça s'explique à l'enfant. Mais bon, dans le quotidien, voilà, c'est le travail qu'on fait, donc on n'y pense pas forcément. Mais voilà, un enfant, ça a besoin de rituels et de micro-changements au fur et à mesure. Mais au début, l'enfant, il naît, c'est juste j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai sommeil, j'ai pas sommeil, c'est tout. Donc ce rythme-là, quand on commence à mettre plein d'autres choses par-dessus, en fait, ça vient juste le stresser et créer un manque sur plein de sphères dont on a parlé. Mais du coup, je me rappelle plus de la deuxième Non, question. est-ce que toi, par rapport aux études que tu avais faites au niveau de ton mémoire, en gros, quels sont les faits qui montrent que le développement moteur et physique, en gros, qu'est-ce que tu observes ou qu'est-ce que tu as pu analyser sur le développement moteur et physique des enfants qui sont exposés et surexposés? Oui, du coup, c'est ce que je te disais sur le fait que quand ils sont exposés aux écrans, si les parents accompagnent, si oui, on regarde la télé tous ensemble le soir, voilà, ça c'est une exposition qui est
contrôlé, qui est là, certes, dans le quotidien, mais c'est un moment de partage, donc de lien. Donc, en fait, tant qu'il y a le lien et du mouvement, au final, c'est pas... Oui, l'idée, c'est pas de condamner les écrans de 0 à 100. Exactement. D'où la différence, je te disais, c'est d'ailleurs pourquoi, à quel moment on est Oui, à quel exposé moment. et quand on est... À quel moment on commence à être surexposé? C'est Oui, quoi la oui. surexposition d'ailleurs? Mais du coup, on parlait des pays du Nord qui ont bien digitalisé et qui font un peu marche arrière avec justement, on revient à la nature et tout. Mais par exemple, juste à côté, en Espagne, ils sont en train de créer un mouvement de fou au niveau des parents qui veulent plus de téléphone pour les adolescents. Et du coup, il y a un reportage sur Arte qui est intéressant là-dessus. Et en fait, on se rend compte que plus on leur enlève le téléphone, plus ils vont être à dire oui, mais moi je suis à l'écart, j'ai besoin d'être sur le groupe WhatsApp et tout. Et en fait, plus il y a cette mentalité-là, plus il y a de la violence aussi sur les réseaux. Maintenant, on parle de cyberharcèlement et c'est de plus en plus répandu. Donc, ils font un gros travail là-dessus qui est hyper intéressant sur, voilà, on vient mettre des âges. Et en fait, quand on regarde les âges qu'ils mettent, c'est vraiment strict. Donc après, chacun fait comme il veut. Mais en gros, c'est jusqu'à 6 ans, pas du tout d'écran. Après 6 ans, 2 heures par jour maximum et contrôler, Tout confondu, expliquer. Quoi, hein. Voilà. C'est pas que les smartphones. Hein. Et après, ils disent le smartphone, le téléphone pour les jeunes, si vous pouvez après 18 ans, c'est le mieux. Ouais, c'est Donc, très... sur le coup, on est toutes là, oula, mais en fait, si on y Nous, on a vécu réfléchit... ça, hein. Et on est bon, enfin, Oui. on n'est pas malade, on a survécu oui, après, au monde. on n'avait pas les mêmes smartphones qu'aujourd'hui. Hein. Moi, j'en avais quasi... Enfin, il n'y a pas de smartphone. Moi, à 18 ans, il n'y a pas de smartphone. Il y Oui. avait des Ah claps. oui. Moi, j'avais les Samsung. Oui, je suis vieille. Hein. J'ai connu le Nokia avec le Snake et le téléphone à clapet. On n'en est pas mort. Après, on va dire, faut bien vivre avec son temps et sa technologie. Oui, oui. Mais d'ailleurs, dans le reportage Nos écrans de fumée, ils le disent justement, toutes les personnes comme Steve Jobs, Bill Gates, toutes les grands pontes de la Silicon Valley autour de, effectivement, tout cet univers digital qui est lié justement au smartphone, ils disent qu'ils ne donnent pas de téléphone et d'écran à leurs enfants jusqu'à 10 ans. Ils savent. Et d'ailleurs, ils créent l'addiction. Le but, c'est de comprendre. D'ailleurs, quand tu fais du marketing, là, pour le coup, je fais une petite aparté, mais quand tu fais du marketing, globalement, le marketing, c'est vendre. C'est comment marche le cerveau humain, en gros. C'est quoi la psychologie humaine? Quels sont les biais et les leviers de la psychologie humaine que je dois emprunter pour que, entre guillemets, ma phrase, mon produit, mon discours aille taper au plus juste émotionnellement la personne qui est en face. Mais en fait, et en plus, c'est hyper intéressant ce sujet-là parce que du coup, on se rend compte que ils viennent rechercher sur des trucs hyper archaïques pour que ça touche au plus de monde possible. Du coup, des trucs genre les formes se ressemblent, les formes sont à côté, et en fait, c'est le petit bébé qui prend le carré et qui le met au même endroit. Il se base sur des choses vraiment toutes simples comme ça pour nous amener dans cet état de flow là qu'on aimerait tous avoir dans notre travail. Mais en fait, c'est être vraiment dans ses compétences et du coup, ne plus voir le temps passer et des choses comme ça. Et les téléphones, les écrans, c'est tellement des compétences que tout le monde a qu'on va vite entrer dans cet état de flow. Et je parle pas encore des jeux vidéo où là, vraiment, ils ont vu les impacts. Et même, il y a des gens qui ont développé des pathologies sur cette addiction aux jeux vidéo. Avec maintenant, dans la classification internationale des maladies, il y a le gaming disorder. Ah donc, ouais en gros, l'addiction aux jeux vidéo. Et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui... donc évidemment, c'est des critères de maladie, donc plus de 12 mois, impact sur la qualité de vie, enfin bon, il y a plein de critères qu'il faut regarder pour pouvoir se dire je suis atteint de gaming disorder et donc si j'enlève les écrans, enfin si j'enlève le jeu vidéo, j'ai des symptomatologies de craving, donc comme la drogue quoi, enfin j'ai un manque et donc c'est intéressant de voir que on en arrive à là avec ces outils qu'on a nous-mêmes créés quand même. En fait, c'est parce que tous ces créateurs, bon, déjà, quand tu prends juste les jeux vidéo, mais même comme... je suis juste une micro-aparté, parce que je pensais ça. Ce week-end, j'étais avec des amis, on était à un endroit, on prenait 4 nanas en train de prendre un café, et puis une de mes amies vient avec son bébé, son nouveau-né, il a 9 mois, et elle me le met, elle me le met entre les jambes. Moi, je suis assis un peu en Californie sur le canapé, on prend un café, et j'ai ma montre, voilà, ma montre connectée qui fait de la lumière. Je vois l'enfant, il voit la montre avec la lumière. Et là, 9 mois, je le vois, il scrolle. Il sait que la montre, en fait, mais naturellement, même pas il dit, il touche ou il fait. Non, il prend son doigt, 9 mois, il fait ça.
Je m'arrête, attendez, filles, je viens de faire un truc là. Et elle dit, elle me dit, ma mère a une montre et du coup, il est habitué, mais ça veut dire 9 mois, donc on lui a pas appris. Donc tu parles effectivement d'observer, mais c'est au-delà. C'est-à-dire qu'à 9 mois, il observe et il voit un objet connecté qui fait de la lumière. Il prend son doigt, son premier mouvement, c'est pas je te la prends ou je tire. Il y a plein de choses qu'il sait pas faire. Oui, c'est ça qui me choque le plus. Mais ça, parce que il sait la scroller. lumière, enfin voilà, il est petit, c'est une stimulation hyper flashy et tout, trop stylé, donc il va vers, ça me choque pas. Mais le fait que le geste de scrollage, il soit déjà présent à 9 mois, c'est flippant. Et je sais que mon amie n'est pas quelqu'un qui lui donne des écrans en permanence. Puis elle n'a même pas de montre. Donc en plus, c'est la rapidité. Ouais, mais là, du coup, c'est la grand-mère. Et il n'est pas chez sa grand-mère tous les 4 matins. Elle s'occupe de son enfant, tu vois. Et puis il va à la crèche. Donc ça veut dire la rapidité avec peu de temps et d'espace, la capacité à intuitivement faire cela. C'était ce week-end, donc je me suis dit, wow, ça c'est. Ah oui, mais voilà, c'est ça, c'est qu'il se base sur des choses qui sont présentes dès le tout petit. Donc en fait, parfois on est là, oh, il arrive super bien à faire ça, mais parce que c'est. Enfin, nous, on est attirés par ça parce que ça se base sur nos premiers gestes, quoi, d'assembler les formes ensemble. Je voudrais revenir sur le gaming parce que. On a tous entendu des parents avoir peur avec leurs enfants, justement, qui passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo, donc justement qui ne sont pas en extérieur, qui font des jeux en réseau, des jeux aujourd'hui qui sont d'une réalité virtuelle qui sont assez incroyables. Aujourd'hui, on fait même des immersions, c'est tellement immersif. Oui. Est-ce que tu as pu observer justement des choses dans ton mémoire? Parce que je sais que tu as fait aussi des recherches là-dessus, parce que c'est des écrans et des choses qui sont à l'intérieur. On est peut-être plus sur des pré-ados, des ados, puis aujourd'hui ça se prolonge même jusque des adultes. Oui, effectivement, il y a des gens qui en ont fait un métier, qui en vivent, etc., etc. Ok, mais au-delà de cette partie-là, la partie vraiment cognitive, physiologique, émotive, et pourquoi pas motrice, parce que pour le coup, être enfermé 12 heures dans une chambre où tu vois plus le temps passer, parce que justement, ce rapport imaginatif, tous les univers aujourd'hui qu'ils ont créés autour des jeux vidéo, la rapidité, les lumières, tous les codes qui doivent créer des codes d'addiction au niveau cérébral. En plus, créer la sédentarité, parce que tu bouges pas dans ta chambre, souvent dans le noir. Imagine le côté très clos que ça représente. C'est quoi aujourd'hui les problématiques de ça que tu as pu étudier et qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on part dans l'extrême, et à quel moment on peut se dire que du gaming, par exemple, c'est positif parce que c'est pas que blanc ou noir, parce qu'on peut développer des choses, de la stratégie. Il y a certainement des qualités qui sont développées aussi à jouer à des jeux vidéo. Mais à quel moment le bénéfice des qualités que je peux gagner bascule justement dans la pathologie? Oui, voilà. Déjà, pour répondre là-dessus, c'est... les signes, c'est déjà le sommeil. Si le sommeil il est impacté, si on commence à avoir un ado, parce qu'on va dire que quand même on va pas donner avant, mais un ado qui est irritable, qui rentre, il a pas envie de faire ses devoirs parce qu'il a envie de jouer. Enfin, on voit que là, voilà, c'est des choses qui commencent un peu à alerter. Mais évidemment qu'il y a du positif dans les jeux vidéo et surtout dans un monde où on parlait du danger, qu'on était tout le temps au courant de tout. Mais c'est vrai qu'on est au courant de tout. Enfin, il se passe le moindre truc, on est au courant de choses, des émotions que les gens ont eues. Enfin, on a beaucoup d'informations tout le temps et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est d'aller un peu dans des environnements mythiques, de s'imaginer un monde, ce que permettent les jeux vidéo dans ce monde qui est démystifié justement. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir des ados qui ont envie de se créer leur monde à eux et qui passent par ça, le côté positif. Et même, je me rappelle, j'étais en stage en institut d'éducation motrice, donc c'est des adolescents mais qui ont un handicap moteur. Et en 2 clics, ils faisaient sauter le personnage, ils vivaient des choses que eux ne peuvent pas vivre. Et franchement, c'était chouette de faire ça avec eux, d'être avec eux pour jouer, d'échanger sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça aussi, c'est hyper intéressant. Mais on le redit encore une fois, le lien et les interactions, c'est primordial. S'il est tout seul dans sa chambre dans le noir pendant 2 heures à jouer aux jeux vidéo, c'est pas intéressant. Parfois, il y a des jeux en ligne, donc il est avec ses copains, ça fait un peu aussi de lien social, on peut y trouver aussi un avantage, mais voilà, faut toujours pouvoir débriefer sur ce qu'il a vu, ce qu'il fait, être dans l'échange, et même si c'est un ado qui veut rien dire, au moins il voit qu'on s'intéresse un peu à ce qu'il fait. Donc voilà, mettre du lien, c'est et de le la plus compréhension, important. questionner, surveiller, parce qu'effectivement, tu parlais de la problématique
j'entends le problématique de l'imaginaire, de dire, OK, le positif, c'est que ça nous en renvoie aujourd'hui dans un monde qui est effrayant par les médias, par tout ce qu'on essaye de nous mettre, effectivement, de basculer dans des mondes un peu plus mystiques, imaginaires, etc. Ce que je disais à Florence quand on préparait l'échange pour aujourd'hui, je disais effectivement, heureusement qu'il y a des gens qui ont une capacité d'imaginaire. Alors moi, je suis plus jeu vidéo, je me suis arrêtée à Mario Kart pour donner un ordre d'idée, mais grosso modo. Mais je suis contente qu'il y ait des réalisateurs qui nous emmènent, grâce au film, à des moments où effectivement je suis dans une salle de cinéma et je regarde un film qui me transporte. Mais il faut oublier qu'on a la lecture qui permet de faire ça. Tolkien, avant qu'il soit Seigneur des Anneaux, il y avait des livres, donc il fallait quand même se farcir le livre. Mais ils perdent aussi ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les jeux vidéo qui permettent, parce que je trouve qu'un livre, pour le coup, je dévie un tout petit peu, on ira après sur le lien, mais un livre, t'es peut-être seul, mais pour le coup, t'as la motricité, effectivement, de lire les liens homo, la construction des phrases, tes yeux, etc. Il y a moins d'images et d'informations qui arrivent, parce que tu expliquais qu'on en prend tellement plein la figure qu'il faut quand même le gérer. Là, on est quand même sur quelque chose de plus doux, qui est quand même un ouvrage, et qui, mine de rien, va créer un effort moteur supplémentaire, parce que l'imagination, tu vas devoir la créer entre les papiers et les lettres en noir et blanc, et toi, te faire transporter dans l'univers. J'ai l'impression que le jeu vidéo, quelque part, pour le coup, t'as moins cet effort-là, parce que il est extraordinaire, parce qu'ils font des choses extraordinaires, mais t'es plongé dedans. Il y a une côté très immersif, mais moins, quelque part, en termes de travail. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, mais tu sollicites beaucoup moins d'air cérébral quand tu joues aux jeux vidéo que quand t'es en train de lire. Là, ils avaient fait... c'était sur une personne qui scrolle les vidéos et tout. Mais en gros, elle lit le livre, et là, on voit les aires du langage, au niveau cérébral, tout ce qui s'active. Donc là, c'est plein de petites couleurs et tout. Et après, du coup, elle scrolle sur, on va dire TikTok ou Instagram. Et en fait, c'est plat. C'est vide. Ah non, mais c'est vraiment l'image, on se dit, mais on est un phasme là à regarder son téléphone et là, et pourtant on peut y rester beaucoup plus de temps que de lire un livre. Hein. Ouais, parce que parfois on met 10 minutes de lecture, on trouve ça super long. 10 minutes sur ces réseaux-là, c'est beaucoup trop court. Donc ce que tu es en train de dire, c'est effectivement, il y a une étude cérébrale, une image cérébrale entre une personne qui lit, ça veut dire qu'effectivement au niveau du cerveau, ça s'allume à plein d'endroits, moteur, cérébral, du langage, etc. Exactement. Cette même personne, on la met 10 minutes plus tard sur un téléphone à scroller. C'est vide, comme un poisson rouge, quoi. Vraiment. Mais voilà, là, ils sont là, il y a un petit peu là qui s'allume, mais c'est tout plat. Enfin, vraiment, c'est... On est anesthésie, en fait. Ah, mais oui. Ah bah oui, c'est ça. Les écrans nous anesthésient. Sauf que ça nous anesthésie, mais en fait, à l'époque de mon mémoire, là, 66% des parents donnent l'écran pour calmer l'enfant. Ça, c'est flippant. Parce que du coup, ok, on est anesthésié, mais en fait, on est quand même surstimulé. Alors, peut-être que le cerveau, il n'est pas en train de travailler le langage, les choses comme ça, mais il reçoit plein d'informations sensorielles qui ne traitent pas, en fait, mais qui sont là et qui viennent un petit peu compléter la jauge limite, quoi. Mais c'est quoi l'impact de ça, concrètement ? Et ben, c'est qu'après, quand on enlève l'écran, les parents, ils me disent, mais là, ils le voient maintenant, et bon, on arrête au fur et à mesure, mais en fait, il est pire, il est dans tous ses états, le moindre truc, il est à fleur de peau, mais parce que clairement, là, c'était trop pour lui. Il avait envie peut-être de son doudou, d'un câlin de maman, mais peut-être pas forcément du téléphone, quoi. Donc, en fait, là, encore une fois, je comprends. On a besoin de faire à manger, on a besoin de faire les trucs. Oui, l'idée, c'est pas de culpabiliser, mais c'est de comprendre. Mais ça apprend aussi à faire face à ses émotions, à mettre des mots dessus, et ça aussi on n'a pas été habitué. Moi j'aime bien parler de ça avec les parents, c'est quand il fait la moue, et ben on limite et puis on lui dit oula, c'est cette émotion que tu es en train de ressentir, mais des choses que nous on fait pas du tout, et on est là oh là là, ça y est, Montessori, on va devoir tout dire, mais en fait c'est pas ça, c'est juste tempête d'émotions. Oui, voilà, mais clairement c'est ça, et j'en rigole aussi, hein, les trucs comme ça, mais en fait si on essaye, ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait on met juste des mots sur ce que l'enfant est en train de ressentir. Mais quand nous, on essaye de mettre des mots sur ce qu'on est en train de ressentir, ben, ça nous soulage, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on parle de santé mentale, qu'on arrive petit à petit à garder sa santé mentale. Donc, en fait, c'est juste faire ça pour l'enfant, mais comme nous, on le fait de moins en moins, ben c'est dur et on se moque, mais ça marche finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je reprends l'exemple que tu viens de donner de l'image, effectivement, du parent qui, tu viens de dire 66% des parents donnent systématiquement, entre guillemets, un téléphone pour calmer l'enfant.
Ce que tu expliques, c'est qu'à ce moment-là, l'enfant avait peut-être pas besoin. En fait, on croit que l'écran va justement anesthésier, va calmer. Mais en fait, tout ce qu'il y a derrière l'écran est surstimulant avec beaucoup d'informations finalement sensorielles qui va être trop. C'est-à-dire qu'effectivement, ça active pas les bonnes cases au niveau du cerveau. Mais inversement, c'est vide, mais c'est surstimulant et donc beaucoup d'informations à gérer. Je pense que ça vient aussi rejoindre ce que tu expliquais, c'est que y a tous les ingrédients qui créent cette dopamine et qui, quand tu l'enlèves, créent de la frustration, qui d'ailleurs était peut-être pas justement la problématique de l'enfant, donc qui est peut-être pas bien assouvie, la problématique de départ. On lui a donné un écran, on s'est dit, bon, finalement, pourquoi pas surstimuler, et quand on lui envoie, c'est une dose d'informations qu'il n'arrive pas à gérer, et ça peut devenir pire. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais justement aux parents? Ça revient à ce que tu viens de dire, justement, plutôt d'aller comprendre... l'émotion, d'aller plutôt dans le dialogue, alors te dire mais le temps, je suis en train de cuisiner, etc. Mais oui. Moi, je pense que en fait, pour repartir, enfin, le meilleur conseil que je pourrais donner, et parce que je me mets à la place et je me dis, si demain j'ai un enfant, qu'est-ce que je ferais? Parce que clairement, je m'intéresse à ce sujet encore une fois, parce que moi-même, je suis concernée par le fait que mon téléphone me prend beaucoup trop d'heures dans ma journée. Mais en fait, c'est juste se dire ma consommation et qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que j'ai une consommation responsable? Est-ce que je pourrais pas, par exemple, mettre mon téléphone dans une petite boîte à l'entrée et aller le checker, je sais pas, parce que maintenant on se dit qu'il peut arriver n'importe quoi et il faut qu'on soit au courant, donc on y va vite. Mais bon, en réalité, ça passe pas grand-chose. c'est jamais arrivé. Bon, voilà. Mais voilà, qu'est-ce que je fais de ma consommation et comment je réfléchis à ma consommation avant de donner des conseils sur comment je vais faire avec mon enfant ou quoi. Parce qu'en fait, ça passe par là. Sa propre prise de conscience pour pouvoir, entre guillemets, avoir de la conscience sur ce qui se passe avec l'enfant. C'est pas intéressant. Je pense que j'ai pas envie de dire, si, avec l'enfant, il faut faire ça, ça, ça. Ouais. Si, en fait, nous-mêmes, on se rend pas compte que on n'est pas... Enfin, dans la vraie vie, on n'est pas accro aux interactions sociales. On va pas se lever en pleine nuit et se dire, faut que j'aille absolument voir ma copine pour lui raconter ça. Alors que là, bon, un petit peu, mais mais là, on est là à se réveiller, à aller tout le temps sur Instagram comme s'il allait se passer un truc de fou, qu'on allait louper. Enfin bon, là, il y a un problème. Hein. D'un moment, il faut vraiment qu'on se dise, faut arrêter. Le fameux FOMO, oui. Que ça a engendré. Du coup, on va revenir sur le lien, parce que ça fait penser à ça. C'est donc on a vu qu'effectivement, du coup, le téléphone anesthésiant, mais presque devenu un régulateur justement pour les parents, donc régulateur. Alors qu'avant, c'était plutôt la nature. Alors, je parle pas du nourrisson. Un nourrisson, on n'allait pas le dire, allez, va dans le jardin tout seul. Voilà. On va prendre sur les mêmes, un peu plus grands, qui peut avoir un minimum d'autonomie, où on pourrait leur donner des jeux, comme tu dis, des cubes, etc. Il y a certainement plein de choses. Donc, on a vu qu'effectivement, le téléphone devient une forme de régulateur à la place de la nature ou du jeu ou du lien direct et de la communication. Je reviens aussi sur ce rapport au lien. C'est Louise, dans un épisode qui est sorti, qui est l'épisode 31, qui était prof, pour le coup, et qui expliquait justement en sortie de Covid, quand elle revient en classe avec ses élèves et qui dit vous êtes contents, vous vous êtes retrouvés, de revenir, au moins vous êtes tous ensemble, de pouvoir vous voir, de communiquer. Et puis les élèves, on est au collège, donc pré-ado ou ado, qui disent non, c'est pareil, on se voyait sur Snapchat. Et c'est voir un peu ton avis sur cette perception du lien. Parce qu'en fait, pour eux, ils ne font plus la distinction d'être en lien, en lien en physique et d'être en perception dans le lien digital, c'est-à-dire complètement déconnecté, alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, et suite aux études de Spitz que j'avais fait, etc., enfin, que je les ai faites, pas du tout, mais que j'avais mentionné, vu l'âge et tout, mais pas du tout, mais toi, j'avais mentionné dans le carrousel, où ils expliquent justement que les enfants sont des êtres de lien. Tu parlais justement de la kinésio tout à l'heure, ce sens du toucher qui est le premier développé et qu'on continue. Les écrans, certes, il y a l'outil qui est en termes de palpation qui est froid, mais il y a aussi ce lien physique, c'est-à-dire les parents qui te touchent, le lien que tu as avec tes amis, les éclats de rire, peu importe ce que ça a comme lien avec ce toucher, etc. C'est quoi les conséquences de ça au niveau justement psychomotricité, de remplacer la perception du lien à travers un écran, en tout cas qui n'est pas physique, versus ce qu'on est en train de perdre avec le lien physique. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Mais déjà, il y avait un reportage sur Zone Interdite, je crois, qui parlait de ça, des écrans et tout. Et il y avait justement la situation d'une famille avec une ado où c'est une ado, donc on la laisse un peu faire. Mais au final, elle a l'ordi, le téléphone, elle se gère un peu seule.
elle peut pas se gérer seule. On parlait tout à l'heure, c'est jusqu'à 25 ans, donc elle peut pas clairement se gérer toute seule. Et puis face à la pression de la société, quelque part, c'est seul contre. C'est un peu si on nous remet à chaque fois cette responsabilité individuelle. Certes, on en a une, on ne va pas dire qu'elle est exclue, mais c'est un peu David contre Goliath. Alors, même si dans la mythologie, David gagne contre Goliath, mais dans l'image, indépendamment à la fin de l'histoire et du résultat de l'histoire de la mythologie, c'est un peu David contre Goliath, de dire à chaque fois, on peut se réguler. Si on a Goliath tous les jours en face de nous qui dit « regarde ton écran », avec la pression à l'école, des camarades, du système, etc. Bon, elle est grande, je fais confiance, elle va s'auto-réguler, c'est un peu peine perdue, quoi. En fait, c'est ça. Et puis là, il y a une loi pour 0-3 ans. Donc, on va dire que c'est déjà pas mal. Mais en fait, on fait face à tellement d'argent, tellement de budget que d'ici là, pour que la société se mette vraiment sur ce sujet-là et mette un cadre qui accompagne les parents, je pense qu'il faut qu'on le fasse nous-mêmes parce que clairement... et pourtant... le nombre d'études qu'il y a actuelles qui montrent les impacts, on pourrait justifier tout ça et même, en fait, les industries, ceux qui créent ces outils-là, ils pourraient même, eux, se remettre en question. Mais d'ailleurs, financièrement. Oui, voilà. D'ailleurs, je crois qu'il avait dit, premier conseil, justement, derrière nos écrans de fumée, là, c'était d'enlever les notifications que lui-même avait créées. Donc, c'est quand même assez marrant. Mais bon, bref. Et du coup, je me souviens plus ce qu'on racontait. Oui, sur l'impact du lien. Et alors, pour le coup, je vais parler de mon expérience en psychiatrie adolescent parce que j'en sors. J'ai fait plus d'1 an là, en service de psychiatrie ado en tant que psychomotricienne. Et en 1 an, le nombre d'ados qui sont hospitalisés pour idées noires, tentatives de suicide, et qui sont isolés. Alors que pour le coup, je me suis dit, on est dans une région, ça va aller. Psychiatrie adolescent, oh oui, c'est pas, ce sera que quelques patients qui parce qu'on est dans les Landes. En fait, vraiment... Et ils disent que c'est affolant dans toute la France, que les ados vont vraiment très très mal de par ce lien qui est un faux lien, quoi. C'est une absence, une présence absente, quoi. On parle souvent de ça, mais même on parle de ça même pour les parents, en fait, quand il y a l'enfant qui est soit exposé directement à l'écran, soit indirectement parce qu'il y a la télé en fond, ou soit de manière vraiment passive. Et en fait, c'est quand la mère, elle répond à un appel alors qu'elle est avec l'enfant en train de, je sais pas, allaiter ou quoi. Et en fait, c'est ça, c'est cette présence absente où on n'a plus cette qualité de présence quand on est entre amis, quand on est en famille, quand on est en train de jouer avec son enfant. On est toujours distrait par quelque chose et du coup, ça crée des insécurités dans le développement affectif. Il y a différents façons d'attachement. Là, il y a l'attachement sécure, insécure, ambivalent. Et en fait, c'est quand parfois l'enfant, il n'arrive pas à anticiper les réactions de son parent parce que parfois, il y a des pathologies, parfois... bref, chaque cas est particulier. Mais finalement, ce fait de tout le temps être présent et d'un coup, hop, je m'en vais de la relation et je reviens. En fait, ça peut créer des insécurités au niveau de l'attachement aussi. Donc, super intéressant. Donc, franchement, le lien est touché aussi par ces technologies qui sont présentes partout. Enfin, maintenant, je crois que quand j'avais fait mon mémoire, c'était 5,6 écrans par foyer en moyenne. Donc, et encore, la famille, le foyer moyen, c'est 4 personnes. Donc, ça fait déjà plus d'écrans que de personnes dans le foyer. Donc oui, le lien est très impacté par tout ça. Hyper intéressant, c'est d'expliquer le lien, entre guillemets, comme tu viens de le faire avec le modèle parental, pour le coup. Donc pas de culpabiliser, mais peut-être de mettre de la conscience de quand est-ce qu'on fait ça dans le foyer, parce que même en couple, on peut le retrouver dans comme tu l'as dit, entre amis. Carrément. Moi, je sais que pour le coup, j'ai pas de notification sur mon téléphone. J'aime partir en forêt, même des fois pendant 1 heure sans mon téléphone, parce que de par le métier que je fais, je suis déjà très, très connectée. Et je sais que quand ce sont mes amis ou même mon conjoint, si à un moment je parle sur ce téléphone, je m'arrête de parler. C'est-à-dire, écoute, soit tu es sur ton téléphone, soit on a une discussion, ça peut me rendre... Certains me regardent en disant, mais elle n'est pas un peu psychorigide? Non, moi à ce moment-là, je prends mon temps avec toi, en fait, et j'ai envie d'avoir ce temps de présence de qualité et de temps de présence effective. J'attends de même. Par contre, effectivement, une fois que j'ai quitté la relation, la soirée, etc., d'ailleurs, quand je suis en groupe, si vous voulez sortir mon téléphone, généralement, c'est que je suis en train de me faire chier, ou vraiment, j'attends un truc hyper important et je précise, sinon mon téléphone reste généralement dans mon sac. Mais
je vois ça où les gens en restaurant, les couples en restaurant, ils vont au resto, ils sont chacun sur leurs écrans. Ou bon, après, on l'a vu, les parents qui donnent les écrans aux enfants. Alors, peut-être qu'ils ont besoin d'une soirée, et ça, on va pas culpabiliser. Ou voilà, quand tu es en train de parler à quelqu'un et qui tout d'un coup, il voit juste une notification, et tout d'un coup, comme tu dis, c'est hyper intéressant de dire, il disparaît de la relation à ce moment-là. Il va voir le texto ou le message, puis il revient. Mais oui, mais pendant ce moment-là, effectivement, tu t'es absenté. Ça veut dire que tu ne m'as pas priorisé. Et j'imagine un enfant qui se construit dans le besoin sécure de se sentir entendu, écouté, compris, de dire à chaque fois que je vais être en présence, demander une présence à mon parent, je suis en risque d'être dépriorisé face au reste du monde. Parce que la notification est potentiellement le reste du monde. Parce que ça peut être un ami, comme ça peut être France Info ou quoi que ce soit. Oui. Et effectivement, je trouve très intéressant ton parallèle, parce que je ne l'avais jamais vu comme ça. Je l'avais déjà vu, effectivement, observé en couple, pas mis dans ces mots-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant, en tout cas aux parents qui vont entendre ça, ou même des gens qui sont en couple, ou juste de l'entendre et de voir et de mettre de la conscience dessus. Est-ce que vous le faites ? Et limite, t'es pas de culpabilité, de dire ah oui, effectivement, je suis vu le faire, mais entendez, grâce à Juliette, la conséquence dans l'attachement et dans la manière dont l'enfant évolue lorsque ça se produit. Parce que généralement, c'est des habitudes où ça se produit pas une fois. C'est une habitude. Et en fait, aujourd'hui, c'est des habitudes que nos parents n'avaient pas. Alors, on a tous eu des parents qui, on pouvait dire, même à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, ils ne nous écoutaient pas, ou ils n'étaient pas disponibles, bien évidemment. Mais encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire que là, tu es à table. Et quand je dis à table, ce n'est pas le fait où tu es accoudé, tu es à un bureau, ou tu es dans le salon, peu importe, mais tu te fais happer et tu disparais. J'aime beaucoup cette phrase, tu disparais de la relation pendant quelques secondes, puis tu reviens. Oui, non, c'est fou, hein. Mais ça devient comme ça. Et puis, en fait, dans le jeu, par exemple, l'enfant, il a besoin d'aller explorer, puis de revenir se sécuriser, puis de repartir. Et le parent qui est justement à sa qualité de présence là, pour lui aussi, d'être présent à 100%, parce qu'on parle des enfants et du besoin dans le développement, mais nous aussi, on se développe et nous aussi, on passe par des phases émotionnelles, etc. Et juste de poser le téléphone et d'être là. Je suis avec mon enfant et je suis à 100% avec lui. En fait, même le parent, il est beaucoup moins stressé et au final, ça n'a pas du tout été une contrainte et il a passé un bon moment et en plus, il valorise. Du coup, on entend du positif parce que je travaille souvent avec des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Donc, au quotidien, c'est dur et souvent, les parents, ils sont là à gronder ou à dire quand c'est pas bien et du coup, on voit moins quand c'est bien. Mais en fait, quand on pose tout et qu'on essaie de passer un moment juste ensemble, c'est là où même notre capacité à observer, à contempler ce qui est bien ou pas, elle se développe et ça fait que du positif quoi, sur le quotidien et pour l'enfant au niveau émotionnel, en effet. Donc, c'est bon pour tout le monde, en effet. C'est hyper intéressant de se dire, là on parle de l'enfant de la génération intérieure, mais comme ça que j'avais un peu tapé fort en disant on a créé ce rapport collectif, à la fois collectif et individuel, pas de culpabiliser, mais de prise de conscience et se dire, mon enfant, on l'a dit tout à l'heure, imite ce que je fais, en fait, pas ce que je dis, mais ce que je fais. Et d'ailleurs, j'ai des mamans qui ont des ados qui me disent je dis quelque chose et je peux te certifier qu'après, si tu es sur mon téléphone, il va me le renvoyer dans mes 22 à juste titre. Oui. Parce que du coup, c'est effectivement, il y a un rapport un peu d'exemplarité. Est-ce qu'on peut juste revenir, on arrive sur la fin, mais juste revenir sur, c'était pas le sujet de base, mais quelque part, c'est une conséquence. Vu qu'on adore sur le podcast parler de santé mentale, qui est vraiment la conséquence ultime, pour moi, même de motricité, mais la santé mentale, c'est ce rapport d'effondrement de soi. Donc, tu étais effectivement en service psychologie des adolescents. Ce que tu disais, c'est qu'effectivement, dans un secteur qui paraît plus favorable ici dans les Landes, parce qu'effectivement, on a un cadre qui est assez, qui peut paraître privilégié par rapport à d'autres endroits. Après, on n'est pas là pour faire le détail de ça. Qu'est-ce qui, selon toi, avec ce que tu as observé, parce que tu étais dedans, on parle des écrans, mais il n'y a peut-être pas que ça. Et effectivement, on peut revenir aussi sur chaque situation individuelle. Mais on sait que dans des situations globales, quand on est dans des services, il y a des facteurs aggravants qui sont qui peuvent être un peu généraux, même dans la spécificité individuelle. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, crée ce malaise ? Parce qu'effectivement, il y a eu un article, j'ai oublié la stat, donc je ne voudrais pas me tromper, donc je ne vais pas la nommer. Au pire, je la mettrai là ou en légende, qui était sortie cet été sur l'explosion de la santé mentale des jeunes et de l'hospitalisation des jeunes et du mal-être des jeunes. Alors, on n'est pas là pour traiter aussi le sujet du harcèlement. Qu'est-ce qui, selon toi, avec ce que tu as observé, crée ce malaise qui les conduit en hôpital psychiatrique ? Franchement,
Je pense que c'est l'isolement. Enfin, c'est le fait d'être beaucoup moins, peut-être dehors, hein, en effet, mais d'être beaucoup moins en lien avec les autres. Et du coup, quand ils se retrouvent dans le service, il y avait un truc un peu... il y a 8 lits, donc bon, ça a créé tout de suite un petit groupe. Et pas de téléphone. Donc intéressant de dire, alors, ça va, tu le vis bien sans le téléphone? Et à chaque fois, en fait, même eux, ils sont là, bah, au final, ça va et ça me fait du bien. Et même parfois, il y en a, ils se disent, j'ai peur de remettre mon téléphone et d'être confronté au... On parle pas directement de cyberharcèlement parce qu'on a le mot harcèlement facile à certains moments, mais juste voilà, j'ai des infos de tout le monde, de ses émotions, de ce qu'elle a vécu. Enfin, les gens racontent toute leur vie aux autres. Et sauf que les autres, ils n'ont pas besoin d'entendre. Et d'un point de vue émotionnel, c'est compliqué. Alors, en plus, du coup, ils étaient hospitalisés ensemble. Donc après, ils ressortent, ils sont amis, ils se parlent. Enfin bon, c'était marrant de voir l'évolution après. Mais au moins, ça leur faisait prendre conscience qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça. Et on faisait des ateliers où justement, on essayait de leur donner des outils sur comment être plus à l'écoute de soi, faire des choses qui font du bien, comment dans leur quotidien, après, ils peuvent réfléchir à ce qui ne va pas et comment être acteur de leur santé mentale finalement. Et du coup, j'utilisais le téléphone, mais pour faire de la cohérence cardiaque. Et après, ils le réutilisaient, ils le mettaient sur leur téléphone et ça crée l'outil qu'on dit « Ah, c'est le problème, c'est le problème, c'est le problème », comme un outil qui peut quand même être bénéfique. Et du coup, à portée de main, j'ai des exercices de respiration qui peuvent me faire du bien alors que je gère pas du tout mon anxiété. Et franchement, je pense que c'est l'isolement. Mais après, il y a quelque chose de très cyclique en psychiatrie avec, du coup, quand c'est l'approche des examens, le fait d'être hyper stressé, il y en avait qui étaient hospitalisés pour ça. Après, c'était l'hiver avec, on est plus à l'intérieur, on est plus, il fait moins beau, des choses comme ça. Les vacances, parce que du coup, ils vont être seuls, ils vont... Enfin, donc, c'est un peu cyclique sur les raisons, c'est pas toujours les mêmes, mais ça revient et quand même, il y avait une évolution des chiffres qui était importante avec plus de garçons alors que d'habitude, c'est plus de filles. Et donc, franchement, l'isolement des jeunes aujourd'hui, c'est un peu catastrophique. Et Snapchat ne suffit pas à avoir des amis. C'est pas parce qu'on a plein de flammes sur Snapchat qu'on a beaucoup d'amis. Et vaut mieux aller dehors. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement peu de gens dehors maintenant qu'on va dehors, mais pour faire un foot, il faut quand même être un minimum. Donc, c'est plus compliqué. Ouais, c'est intéressant. Ça pose des sujets de société. On aura sera Guillaume qui sera l'épisode justement juste après toi pour le coup qui expliquait dans son parcours vie classique, bref, découverte de maladies, sclérose en plaques, burn-out, la totale, etc. Oui. Et lui justement c'est le sport et le mouvement qui l'ont remis justement sur pied, surtout avec la sclérose en plaques qui est plutôt une maladie où justement qui fige. Donc on avait tendance à dire justement il n'y a pas de mouvement. Je fais une petite aparté là-dessus parce que c'est pareil, on réfléchissait c'est comment remettre du mouvement et du lien. Parce qu'en fait souvent avec mouvement, on peut associer mouvement et lien, d'où les clubs de running, Oui. qui est les deux. Alors, runner, c'est bien, hein, ça bouge justement, mais 1 heure de running ne tue pas la sédentarité et c'est mieux que rien. Oui. L'idée, c'est pas de parler de ça aujourd'hui, mais tout de le faire en club, de créer du lien et de voir aujourd'hui en termes de société, comment on peut tous être un peu acteurs, de remettre du lien autour de nous, dans notre voisinage, à l'école. Alors déjà, ne serait-ce que dans notre foyer avec nos enfants, notre entourage. Même moi, je me suis vue dire de croire qu'on est en lien avec notre famille et qu'on a des nouvelles parce qu'on voit des choses sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un vocal WhatsApp, parce que tu as le groupe WhatsApp de famille, donc tu as l'impression de les avoir vus, alors qu'en fait, ça fait 6 mois que tu as vu personne en présence physique. Et là, on parle du lien de la génération d'intérieur des enfants, mais on est en train de reproduire de niveau cyclique la même chose chez les personnes âgées. Je sais que tu as travaillé aussi avec tu vois des choses avec des personnes âgées, mais les personnes âgées meurent d'isolement dans les EHPAD, coupées de liens intergénérationnels, etc., etc. Donc, intéressant de voir qu'une des solutions, c'est comment on recrée de la présence et du lien, et comment ces outils qu'on va pas, comme j'ai avec la tablette, mais on va pas les fustiger en partie de notre vie, mais comment on peut leur redonner une juste place, qui sont des outils qui nous servent et non pas qui nous desservent. Oui, et puis même là, on parlait du projet intergénérationnel, mais ça, je pense qu'il faut vraiment se mettre à fond là-dedans parce que,
En fait, juste rien que de mettre, je sais pas, une maison de retraite à côté d'une école, mais en fait, ça crée un rythme avec les sonneries, les récréations, les choses qui rassurent les personnes âgées. C'est génial. Enfin, en fait, il y a vraiment un truc à faire là-dessus parce que ça va juste créer du lien sur des personnes qui en ont besoin, que ce soit les petits pour justement, comme on dit depuis le début, et les personnes âgées pour éviter l'isolement, les choses comme ça. Donc vraiment, c'est top. Et après, nous, ben, franchement, il faut essayer d'être plus en lien avec les autres, de s'ouvrir aux autres, même si c'est pas trop dans notre habitude. On a tendance à être un peu plus voilà, à se méfier des autres en ce moment parce que les actualités, les choses comme ça. Alors que voilà, essayer de sourire, de s'ouvrir aux autres qu'on croise. Mais bon, maintenant, on en est même à payer des retraites pour aller rencontrer du monde, quoi. Enfin, tout est compliqué, mais même pour le sport. Hein. Maintenant, on prend une licence pour aller faire du rugby, alors qu'avant, on en faisait dans le terrain de pelouse, là, qui était... Donc bon, c'est un peu compliqué, mais c'est la situation actuelle et il faut essayer de faire ce qu'on peut en essayant de s'ouvrir un peu plus aux autres. Pour terminer, on arrive sur la fin. Il me reste deux questions, deux, trois questions max. Une, c'est de se dire, dans ce que tu vois là, juste pour les parents et les gens qui nous écoutent, Oui. est-ce qu'il y a des choses qui sont irréversibles non, déjà, voilà, te rassurer, de dire, voilà, on peut venir te voir, on peut avoir des sujets de concentration, d'équilibre cognitif, soit les écrans ou même ce que tu as vu sur des enfants au niveau de la santé mentale. Pas irréversible, ça veut dire que si on trouve les solutions, on comprend pourquoi, et éventuellement le bon aidant, on peut accompagner. Oui, il y a, du coup, sur ce sujet-là, il y a vraiment des auteurs qui sont assez... qui ont des avis très tranchés. Et par exemple, il y a le docteur Ducanda qui a beaucoup partagé sur l'exposition des écrans chez les tout-petits et qui montre, voilà, il y a des enfants qui ont été vraiment surexposés avec un langage qui est absent, très compliqué. Et on peut parler, en voyant l'enfant, de symptômes autistiques, dans le sens où on le voit et la communication, le lien est très impacté. Mais on enlève tous les écrans. Au bout d'un mois, les parents reviennent, ils commencent à dire des mots, ils commencent à... Donc voilà, il n'y a rien d'irréversible et il n'y a pas d'autisme lié aux écrans. Enfin, vraiment, il n'y a pas de maladie générée par les écrans. Dans tous les cas, une maladie, c'est plurifactoriel et évidemment, parfois, il y a des contextes environnementaux qui peuvent créer... voilà, un manque, mais comme le manque affectif, enfin, il y a plein de choses en fait, mais c'est juste que rien n'est irréversible et quand on comprend la cause, on peut après mieux gérer les conséquences. Pour conclure, toi, tu es psychomotricienne. Effectivement, on parlait d'une discipline de santé qui est plus confidentielle, si je peux dire. Comment on fait aujourd'hui pour... voilà, on se dit... quels sont éventuellement les premiers signes, les troubles, éventuellement symptômes qu'un parent pourrait voir chez un enfant, qui sont effectivement déjà des signes que toi, en tant que psychomotricienne, tu peux accompagner pour justement rééquilibrer? Oui. Alors, la psychomotricité, on intervient vraiment à tout âge de la vie. Donc, oui, ça pas peut que être, les enfants. Oui, voilà, ça peut être vraiment sur plein de choses. Mais c'est comme j'expliquais au début, c'est soit au niveau sensoriel avec des hypersensibilités, on sent que ça vient impacter le quotidien, au niveau moteur, des maladresses, des motricités fines compliquées, parce que souvent, c'est l'écriture qui nous fait venir les enfants dans notre bureau. Mais ça peut être aussi au niveau affectif, où il y a des angoisses de séparation énormes, des troubles du sommeil, où en fait, c'est évidemment la psychomotricité, c'est paramédical, donc c'est pluridisciplinaire. Donc il y a le médecin et il y a les autres professionnels autour qui interviennent. Mais nous aussi, on a notre regard à apporter qui peut justement ouvrir sur d'autres sphères en fait. Parfois, il y a juste un trouble du sommeil et on se rend compte qu'au niveau sensoriel, il y a des particularités. Au niveau de l'alimentation aussi. Ah, mais en fait, depuis petit, il fait pas de pointage. Enfin, en fait, c'est plein de choses comme ça où on peut être vigilant et apporter notre regard là-dessus. Et aussi dans les apprentissages, quand il y a des difficultés de concentration, c'est quoi une difficulté de programmation Là, tu dis concentration, par exemple, ce serait quoi un symptôme concret pour un parent qui pourrait identifier un problème de concentration chez son enfant, par exemple? Par exemple, des repas qui sont hyper courts parce qu'il n'arrive pas à tenir sur sa chaise. Les devoirs, c'est très compliqué. Du coup, on parle pour le parent, mais même pour l'enseignant, de voir que c'est insupportable pour lui de ne pas s'empêcher de dire quelque chose. Enfin, en gros, quand l'inhibition, elle est
insupportable. Donc là, on parle de difficultés de gestion de l'inhibition et un peu d'impulsivité qui viennent participer aux troubles de l'attention avec hyperactivité. Donc, qui sont des signes qu'on est vigilant là-dessus, quoi. Mais voilà, en gros, c'est dès qu'il y a une des 3 sphères qui est touchée où on peut aller voir un psychomotricien et d'abord passer par son médecin, évidemment, c'est sous ordonnance médicale, hein, c'est pas comme le psychologue, c'est vraiment paramédical, donc Faut avoir effectivement une ordonnance. On peut pas accéder à toi comme ça, non. Ou d'autres psychomotriciens. Ça veut dire s'il y a des troubles que vous aidiez à réparer et à accompagner, pas d'abord par le médecin, il y a une ordonnance et on arrive. Tu as éveillé une chose, effectivement, tu l'as dit quand même 2-3 fois, je voudrais juste revenir sur une micro-question, c'est l'écriture. Je dis ça parce que alors, le deuxième post carrousel qui a explosé, c'est lorsque j'avais fait un post, alors je ne l'ai pas vu arriver, où j'expliquais les facs contre-attaque, comment remettre l'écriture à la place des écrans. Tu vois, visiblement, tout ça, voilà. Et c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, du coup, je fais une micro-aparté. Tu viens de dire qu'un des troubles majeurs sur lesquels on vient te solliciter, c'est la problématique d'écriture. Est-ce qu'on peut faire une aparté et en parler ? Parce que du coup, ça rejoint un sujet visiblement qui avait énormément impacté les gens et qui finalement est déjà aussi un problème qu'on trouve chez le jeune enfant. Oui. Après, je pense que parfois on s'alarme un peu vite sur oula, il prend pas le stylo avec les 3 doigts. Oui, c'est normal, au début on prend à pleine main, tout va bien. Donc parfois ça peut juste être de rassurer, on en est à cette étape-là, c'est bon, hein, tout va bien. Mais par exemple, je reviens sur l'histoire des pays du Nord là, qui avaient tout informatisé. Et en fait, ils se sont rendus compte que les collégiens ne savaient plus écrire. Enfin, du coup, à force d'être sur l'ordi, reprendre le crayon, écrire, c'était illisible. Enfin, du coup, c'est pour ça qu'ils font vraiment machine arrière sur ces technologies qu'ils ont apportées parce que ça impacte en premier l'écriture. Et en fait, l'écriture, on se dit c'est juste une action comme ça, puis maintenant c'est automatique, donc pourquoi ça fait autant de bruit, c'est quoi le problème ? Mais en fait, l'écriture, ça vient solliciter tellement de choses. Donc, comme je vous ai dit, l'épaule, tout le développement des membres. Puis après, la motricité fine. Donc, il faut quand même que nos doigts ils soient dissociés. Puis, il faut quand même qu'au niveau de l'axe, on puisse se tenir droit, avoir une bonne posture, pas un effondrement tonique. Que l'autre main, elle puisse être support et l'autre plus souple. Donc, dissociation des 2 bras. Enfin, en fait, c'est... Il y a même tout le rapport au cerveau. Ah oui, carrément. Entre l'écoute, soit effectivement l'écoute de soi, si on écrit par rapport à soi, ou l'écoute de l'autre, et donc la rapidité entre ce qu'on entend et ce qu'on écrit. Enfin, je pense qu'il y a aussi tout ça. Donc, il y a un rapport de concentration, parce que tu me parles à côté très moteur, mais moi qui écris beaucoup, je vois tout ce que ça sollicite. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la perte d'écriture, c'est un exercice pluridisciplinaire moteur essentiel. Mais même quand je parle temporalité, comment ils voient le temps, c'est hyper important dans l'écriture. Et ils me regardent, vous allez bien, madame ? Oui, mais en fait, c'est que c'est hyper rythmé, l'écriture, on se rend pas compte, mais rien que le mouvement, ça vient vraiment toucher sur toutes les sphères psychomotrices. Donc, pour le coup, c'est pour ça qu'on accompagne souvent avec comme premier symptôme l'écriture, parce que c'est un mouvement qui sollicite vraiment toutes les sphères. Donc, s'il y a un souci sur une des sphères, ça se répercute là-dessus. Et même, si on va plus loin, c'est laisser une trace. Donc, il y a le côté psychologique aussi. Enfin, bon, il y a vraiment l'écriture, je comprends pourquoi ça fait autant de bruit, parce que c'est une compétence qui sollicite vraiment plein d'autres compétences derrière et qui parfois n'ont pas été suffisamment sollicitées, suffisamment montrées, imitées. Tout ce qu'on a dit. Et c'est quoi potentiellement la conséquence sur les jeunes, mais même sur les adultes, de cette perte de compétences d'écriture remplacée, parce que par exemple, t'as parté, mais les gens sont sur les claviers, on entend beaucoup maintenant en vieillissant la problématique justement moteur du canal carpien, etc. Ça veut dire que l'écriture est plutôt favorable et active des endroits au niveau moteur à tous les niveaux, versus l'écran. Alors bien évidemment, l'écran et les claviers, tout n'est pas négatif, mais effectivement, a l'air plutôt de dissoudre ou de retirer certaines parties qui étaient activées par l'écriture. Par contre, je sais en plus de ça que ça crée des problèmes de position et des problèmes de canal carpien en plus de ça. Mais même, on parle de toutes les sphères, mais même la mémoire. On parle des différentes mémoires, donc visuelles, auditives, mais kinesthésiques. Et bon, j'en fais partie, donc vraiment, je sais que je devais
me retaper toute la leçon à l'écrit pour me souvenir de ce qui était dit. Et en fait, si on ne sait plus écrire, on perd des capacités de mémorisation. Enfin, vraiment, ça vient impacter vraiment beaucoup le développement et même chez l'adulte, moins on écrit, mais même au niveau psychologique, de mettre ses pensées à plat sur un papier, c'est pas pareil que d'écrire sur l'ordinateur. Enfin, il y a ce côté où on est engagé dans l'action et le flow là de tout à l'heure, quand on sait écrire, c'est une action automatisée qu'on peut faire et on peut tout déverser. C'est génial d'écrire, c'est ce qu'on sait faire depuis des millénaires. Donc j'espère qu'on va pas le perdre quand même. Non, mais je pense pas. Hyper intéressant. Si tu avais un dernier mot, un dernier message que tu aurais envie de transmettre, parce que je ne t'ai pas posé la question ou voilà, on ne l'a pas abordé, que tu aimerais transmettre à nos auditeurs. Est-ce que tu vois quelque chose de supplémentaire ? En fait, sur le sujet même, je pense que ce serait surtout, au lieu de dire comment faire au quotidien, vraiment juste se questionner sur soi, sa consommation. Qu'est-ce que je fais de mon temps en fait, parce que le temps c'est ce qu'on a de plus précieux, donc qu'est-ce que j'en fais et si je vois que ça m'embête et que parfois franchement juste regarder le temps d'écran, parfois il y a des parents qui ont 5 heures de temps d'écran par jour, mais comment ils font en fait? je comprends pas. Et après tout le monde dit j'ai pas le temps. Mais en fait c'est ça, c'est que on gaspille notre temps sur des choses franchement qui n'en valent pas la peine et qui nous bouffent au quotidien, parce que il y a tout ce côté qu'on a dit, addictif et tout. Donc, et j'en suis la première concernée. C'est pour ça que j'en parle, parce que je m'imagine pas avoir un enfant et passer autant de temps sur mon téléphone. Donc, je me mets déjà en question maintenant et puis on verra plus tard. Mais je pense que c'est d'abord, première étape, regarder sa consommation et est-ce qu'on est responsable dans ce qu'on fait de notre temps. Sur le téléphone, mais aussi sur son rapport à l'extérieur, oui, voilà, et au mouvement. Est-ce que je marche ? Est-ce que je m'aère ? Est-ce que quand je dis j'ai pas le temps de me mettre en mouvement, mais comme tu dis, j'ai fait 5 heures d'écran, quid entre j'ai pas le temps ? L'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais plutôt de se mettre de la conscience sur ce qu'on fait. Et en tant que parent, au lieu de se culpabiliser, de se dire comment je peux réaménager tout ça pour mon bienfait. Et du coup, par conséquence, vu que mon enfant ne fait pas ce que je dis, mais plutôt ce que je fais, et que je suis un modèle, oui. quoi qu'il arrive, comment moi, je peux devenir un vecteur de changement personnel et donc familial, et puis après, et qui fait boule de neige, quoi. De toute façon, j'aime bien l'image du développement comme on se spécialise. Enfin, en fait, c'est le cerveau, il a plein de neurones au début, et puis il va développer des capacités neuronales sur les actions qu'on fait. Donc, comment j'amène mon enfant, vers quoi je le spécialise, parce que au final tout ce que je vais lui proposer, c'est ça qui va faire qu'il va devenir telle ou telle personne. Mais du coup ça vient faire direct écho à ce que moi je fais, parce que vu qu'il m'imite, voilà, ça vient effet miroir. Exactement. Et c'est hyper intéressant, mais en fait c'est même pour soi, quoi, se dire qu'est-ce que je fais de mon temps et qu'est-ce qui va me faire du bien et comment je peux m'auto-réguler, même si c'est dur, mais voilà, ce sera que bénéfique, rien que pour soi, mais aussi pour l'enfant. Et souvent, je le dis aux parents, je dis « Et vous, ça va ?» Et non, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Là, faut que lui, ça aille bien. Oui, mais ça ira pas l'un sans l'autre. Ouais, parce que c'est interconnecté, quoi. On parlait de lien avec le parent, c'est interconnecté. De pas s'oublier, de pas s'oublier, c'est hyper important, oui. Mais en fait, c'est que la société aujourd'hui, le travail, il prend tellement de temps que... du coup, quand on a des enfants en plus, c'est fou, quoi. Sans parler après, on peut le sujet de la femme et la pression d'être à la hauteur, etc., qui est très forte. D'où le fait qu'on répète, c'est pas de culpabiliser, mais vraiment de mettre de la conscience. L'idée de repartir de cet épisode en comprenant des choses, en ayant compris et en ayant... D'ailleurs, si tu en as, l'idée plutôt... Voilà, comme tu dis, se regarder peut-être des micro-actions, parce que de toute façon, les changements révolutionnaires sont durs à tenir, mais quand je fais une petite action, comme tu disais, est-ce qu'on met les téléphones au début ? Est-ce que du coup, je fais une marche ? Est-ce que je suis vraiment attentive à mon enfant ? J'ai pas le téléphone lorsqu'il me parle ? Est-ce que quand il est trop enfermé, je peux intervenir, lui poser des questions pour être curieux ? Alors dire, il est gentil, ça paraît facile, mais il y a plein de solutions. On n'a pas à en apporter, dire ce que les gens en faire, mais plutôt effectivement... de s'observer, mettre de la conscience et mettre cette conscience par rapport à tout ce qu'on vient de dire statistiquement, les problématiques que ça peut engendrer. Juste informer et surtout mettre du lien.
Et même sur la suite, quand on donne Internet à l'enfant, lui expliquer Enfin, voilà, c'est pour ça, en Espagne, là, il y a plein de débats, parce que du coup, si on enlève tout, comment on les accompagne après, ils seront des adultes et ils sauront plus faire les dangers ou pas. Donc, évidemment, il faut accompagner, mais en fait, c'est le lien, vraiment, c'est hyper important. Et même quand ils sont ados et qu'ils veulent pas nous parler, ça leur fait quand même plaisir de voir qu'on s'intéresse à eux et tout. Et d'ailleurs, à chaque fois, j'ai dit la mère, mais parce que c'est vrai que dans les études de psychologie, c'est tout le temps, carrément, il y a marqué la bonne mère. Enfin bon, merci de le dire pour la fin. Suffisamment bonne et tout. Donc, les mamans, mais en parlant des papas, mais tu as totalement raison. Voilà, c'est parental. Hein. Exactement. Merci de le soulever sur cette fin. Il y a aussi des papas, et surtout que justement, s'il y a une absence de l'un, une absence de l'autre, ça crée autant de carences. Carrément. Et d'ailleurs, ça... il y a cette vidéo, j'essaierai de la mettre, c'est un TEDx d'une gamine qui montre justement, il est génial ce TEDx, on terminera là-dessus pour vous éveiller aussi. C'est une gamine, je crois qu'elle a 10-15 ans, elle fait un TEDx justement sur la problématique de la vraie connexion de lien enfant-parent, et elle montre, ils ont fait une image juste avant entre le père, comment est l'enfant et comment il évolue avec alors c'est plus bizarre parce que c'est le père, c'est un homme, s'il est avec un téléphone, s'il est attentif, comment évolue l'enfant, et inversement, comment évolue l'enfant si les parents sont, comme tu disais tout à l'heure, totalement en présence. J'essaierai de retrouver le lien de ce TEDx, parce que franchement, en plus, c'est une gamine, je crois que tu vois, elle a 10 ans, il est assez incroyable, et en plus que toute la manière dont elle articule la pensée là-dessus, et je trouve que c'est la parole d'un enfant, pour le coup, donc c'est la vision d'un enfant autour de ça, et je le trouve très, très, mais je pense très que impactant. Ce qui a été important aussi dans ce qu'on a raconté, c'est le thème de la qualité de présence, parce que je pense que pour le coup, ça touche pas que les enfants, et ça touche tout le monde, et c'est intéressant de se questionner là-dessus. Est-ce que quand je fais les choses, j'y suis à 100%, et je pense qu'on est tous un petit peu partout à la fois. On a tous plein de choses à progresser, mais là, mets-toi un peu plus de conscience. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Juliette, pour ceux qui sont éventuellement dans les Landes ou dans le coin qui nous écoutent, comment on arrive jusqu'à toi ? Mais donc voilà, c'est si vous êtes reconnu, ou si vous avez reconnu chez votre enfant ou chez votre parent des symptomatologies qui pourraient avoir besoin d'un suivi psychomoteur, ou rien qu'un bilan psychomoteur, donc comme j'expliquais, avec des tests standardisés qui comparent à l'âge de la personne, en parler à votre médecin traitant, et du coup avec l'ordonnance sur Doctolib, je suis dans les Landes. Voilà, vous pouvez me retrouver là-dessus. Ou d'autres professionnels, maintenant ça commence à s'étendre un peu plus. J'espère qu'on saura mieux communiquer et que la psychomotricité va être plus répandue, mais c'est un long chemin. En tout cas, merci pour nous avoir révélé tout ce que tu peux voir, tout ce que tu as observé en fonction de tes études, tes mémoires, tes différentes je dirais parcours dans ton parcours médical, que ce soit à l'hôpital, que tu as fait avec les enfants, etc. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. J'espère que ce message sera utile à beaucoup d'entre vous. Si effectivement cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, ou de vous abonner à votre Apple ou Spotify, où il y a La Relève, en tout cas votre plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles pour nous soutenir et nous faire légèrement remonter dans les petits algorithmes, pour le coup, des plateformes d'écoute. Et en tout cas, voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève. Et encore merci, Juliette. Merci à toi.